Bonjour à tous, donc avec une nouvelle vidéo, l'année 1980 dans les territoires NWA, sujet dont on parle très peu, donc ça peut être intriguant, et comme je l'ai fait pour 1980, je passerai territoire par territoire. Je vous donnerai quelques éléments informatifs, qu'est-ce qui s'y est passé, mais aussi beaucoup, et c'est le but de ces vidéos en fait, mon ressenti en tant que fan qui a découvert ça, parce que c'est pas ma nostalgie, hein, c'est un truc complètement nouveau pour moi. Et donc voilà, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc., etc. Ce que je retiens pour l'année 1980 dans les territoires NWA. Avant que je m'attarde sur ce sujet-là, je vais répondre à un certain nombre de questions et réactions que j'ai eues sur mes dernières vidéos, ce que j'appelle la FAQ permanente. On va faire ça tout de suite. Si cette partie FAQ permanente ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite aller dans le vif du sujet sur l'année 80 à la NWA en allant trouver le chrono en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous serez directement dans ce sujet-là, cette partie-là. Voilà, donc je commence avec les questions. J'en ai eu pas mal sur plein de sujets très différents. Ça va être assez intéressant. Ça va peut-être être un peu long aussi d'ailleurs. Je commence avec une question de Best Since Day One qui me demande: peux-tu faire une vidéo sur les Indies US dans les années 2000-2010, Ring of Honor, Pro Wrestling Area, etc. Et y compris des feds plus sales comme IWA, Combat Zone Wrestling, etc. Je lis pas les questions dans le détail. Si vous voulez les retrouver dans l'intégralité, vous allez sur les vidéos en question. Mais par contre, je vais y répondre. Je n'ai pas prévu de faire une vidéo là-dessus pour le moment. Par contre, c'est un sujet que je connais un peu, quand même. J'ai vu pas mal de classiques, mais je connais pas non plus dans le détail total. Et je pense que moi j'aime bien quand je fais une vidéo être sûr que j'aurai pas de regrets dans 5 ou 10 ans de me dire merde, si j'avais vu tout ce que j'ai vu maintenant à l'époque où j'avais fait la vidéo, je dirais si ça 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 ça. Donc en fait, j'aimerais bien me plonger complètement dedans un jour pour faire une vidéo qui soit complète et sur lequel je me sente à l'aise complètement sur ce sujet-là. Donc je le ferai puisque je me suis construit une liste de tous les matchs qui ont été plébiscités ou qui ont l'air intéressants ou un minimum ou quoi pour toutes ces fédérations, y compris les fédérations plus obscures comme IWA Mid-South ou quoi. Et j'ai commencé, et j'ai presque fini d'ailleurs, à récupérer tous les matchs de cette liste qui est assez énorme. Et donc un jour, mais c'est pas prévu pour demain, hein, je pense que je me ferai année par année tous ces matchs. Et peut-être que ça m'amènera probablement même à faire des vidéos sur ces saisons-là, là aussi, un peu comme ce que je fais maintenant pour 1980 à la NWA. Eh bien, je pourrais faire 2001 dans les Indies US. D'ailleurs, 2001, ça risque d'être l'année où j'aurai le moins de matériel, puisque on est entre la mort de la WCW et le début de la Ring of Honor TNA. Voilà, mais bref, il y a des années où il y aura plus ou moins de trucs. Voilà. Donc si tu es impatient d'avoir mon avis sur certains trucs là-dessus, à la limite, le plus simple, c'est que tu me contactes en privé. Pour me contacter en privé, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours un plaisir pour moi de parler de catch. Vous pouvez trouver mon lien, enfin mon contact sur Skype en allant sur la partie à propos d'eux dans la page principale de cette chaîne YouTube sur le catch. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Je continue avec une question de Nick Falger qui me dit, alors il y a deux choses. D'abord, il me dit ok avec toi pour dire que l'année 94 à WCW est une année bien pourrie. Je reviens juste 2 secondes là-dessus. L'année 94 finit pourrie. Les derniers mois sont pourris. Mais l'ensemble de l'année, si on prend sur l'ensemble, qu'on regarde le best-of de l'année 94 à WCW, c'est une bonne année. Hein. Simplement, elle est bancale. Il y a 2 premiers tiers de l'année qui sont très bien et un dernier tiers qui est très faible. Voilà. Et 95, ça va être l'inverse. La première partie va être faible et la dernière partie va être bien. En gros. Voilà. Mais je dirais que sur l'ensemble de l'année 94, à WCW, c'est une bonne année. Donc je ne veux pas qu'on caricature ce que j'ai dit à juste c'est une année pourrie. Non, la dernière partie de l'année est faible, mais le reste est bien. Et sur l'ensemble, c'est plutôt très bien. Enfin, voilà. Je revenais juste là-dessus rapidement. Et donc il a 2 questions. Ton ressenti, alors il me demande mon ressenti sur le match Kenny Omega Y2J qui a obtenu 5 stars en janvier dernier, donc 2018. Je n'ai pas vu le match, pas encore en tout cas, donc je ne peux pas te donner mon avis là-dessus. Et que penses-tu de Kenny Omega? Est-il pour toi le meilleur catcheur au monde en ce moment? Alors il dit pas pour toi d'ailleurs. Est-ce que objectivement c'est le meilleur catcheur? J'en sais rien. Je ne peux pas être objectif. Par contre, est-ce que c'est le gars que je considère comme le meilleur catcheur au monde actuellement? Je pense pas. Je l'aime beaucoup parce que contrairement à beaucoup d'autres gars de la New Japan, je trouve qu'il fait un effort au niveau du selling pour rendre ses matchs captivants et pas juste être impressionnant athlétiquement et techniquement. Après, je pense qu'il est handicapé par le fait, enfin, à mes yeux à moi, hein, il est handicapé à mes yeux à moi par le fait que le produit actuel, que ce soit à la New Japan ou dans d'autres fédérations comme WWE, NXT ou quoi, essaye surtout d'être fort d'un point de vue work rate, c'est-à-dire fort techniquement, athlétiquement, ce qui n'est pas quelque chose qui va me toucher plus que ça personnellement. Du coup, je trouve que finalement il s'en sort pas si mal. Et à mon avis, si il était en train d'évoluer, comme on dit, dans un produit qui mettait plus l'emphase sur le côté selling et surtout utiliser le selling pour mettre rendre le match intéressant à un autre niveau que waouh, c'est fort techniquement, athlétiquement,
Je pense que ça serait pas un des moins bons du tout. Maintenant, c'est compliqué pour moi de dire que c'est le meilleur catcheur au monde, sachant que il est plutôt, il accorde plutôt la priorité à des choses qui ne me touchent pas plus que ça personnellement. Voilà. Euh, mais bon, c'est très subjectif. Si je devais dire mon catcheur, enfin le gars qui va plus m'intéresser moi aujourd'hui, ça serait Brock Lesnar. Si je devais choisir un gars aujourd'hui à suivre non-stop, ça serait Brock Lesnar. Voilà, c'est perso. Question suivante de Melimax. Pourras-tu faire une vidéo sur la mort de la WCW? J'y viendrai forcément tôt ou tard, puisque je suis en train de faire les saisons de la WCW. Là, je suis rendu en 94. Quand j'arriverai à 99, soit je vous toucherai 2 mots sur 2000-2001, soit je ferai une vidéo 2000-2001. Voilà. Et donc, d'une manière ou d'une autre, j'apporterai ça. Si tu es impatient d'avoir des détails là-dessus, je te conseille, si tu comprends l'anglais, le livre The Death of WCW, donc la mort de la WCW, où tu auras toutes les réponses que tu as besoin. Et je crois qu'il est arrivé une fois ou deux que la fabuleuse histoire du catch américain sur la scène C'est ça le catch, que tu dois déjà connaître, ont abordé ce sujet-là rapidement. Mais voilà, mais sinon, et là encore, si tu es impatient, tu peux me contacter en privé, mais j'y viendrai tôt ou tard. Je continue avec des questions et réactions de Prince PDC, alors il y en a beaucoup, et en fait, je me rends compte que je peux répondre à une bonne partie de ces questions d'une chose. Alors, il me parle de la pertinence des titres mid-card, j'avais dit que ça n'avait pas forcément de sens. J'en ai déjà parlé. Il me dit que ça existe dans certains sports comme la Coupe, l'Europa League, ou la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe des Confédérations dans le football. Pour moi, ce ne sont pas des titres mid-card, ce sont des compétitions qui ont moins de prestige, mais ce sont des compétitions à part. Un titre mid-card, c'est dans le cadre d'une seule compétition, comme le championnat de France. Tu as le champion qui a un titre, et tu as un autre mec, un autre titre plus bas. Voilà. C'est ça. C'est pas une compétition à part. Ça, ce que tu dis, c'est plus l'équivalent de King of the Ring, Royal Rumble, Under the Giant Battle Royale, qui sont des compétitions qui ont plus ou moins de prestige à côté, le G1. Voilà. Alors justement, tu parles des titres intermédiaires ensuite et tu dis que ça serait cool que Brother ramène le King of the Ring et compagnie. Surtout que maintenant, ça aurait peut-être plus d'intérêt puisqu'il y a moins de rôles heel face, etc. En fait, effectivement, ramener ce genre de tournoi, ça aura d'intérêt que si le booking suit. Et quand je dis booking, c'est pas juste le booking du tournoi, c'est finalement le booking de tout ton produit. Voilà, j'y reviendrai là-dessus. Dans cette vidéo en parlant des années 80, tu verras. Il parle des matchs à plus de 2 compétiteurs qui, pour lui, peuvent donner de bons combats, mais sont intransposables dans le sport en confrontation directe. Eh bien, en fait, je me suis dit que ça existe dans le sport, notamment le cyclisme, que ce soit le cyclisme sur piste ou le cyclisme type Tour de France. C'est individuel et il y a des coalitions déloyales et ça reste intéressant. Et justement, être capable de jouer sur ce jeu de coalition, c'est partie intégrante de ce sport. Le short track, si vous avez regardé les Jeux Olympiques d'hiver, moi je ne l'ai pas fait, mais a priori ça fonctionne de la même manière. Donc pourquoi pas finalement. Et je trouve que c'est pas mal fait justement quand dans les triple threats, il y a des coalitions contre le mec le plus fort. Justement, ça amène une dimension psychologique, tactique qui est tout à fait intéressante, je trouve. Voilà. Et puis alors, il parle de l'intervention des tiers qui trouvent que ça peut donner d'excellents moments, mais que c'est souvent incohérent, notamment quand il y a la musique d'entrée du mec qui se déclenche alors que le gars est censé faire une apparition non prévue. Ou encore les règles sur les disqualifications qui donnent un peu rôle de clown aux arbitres et qui créent des incohérences. En fait, tous ces trucs d'incohérence, c'est incohérent parce que depuis facilement l'attitude Era, peut-être même avant, les fédérations US et peut-être même mondiales ne portent plus attention à ça. Elles se disent plus, c'est important de lécher les angles, de lécher les détails pour que ça se tienne. Alors que justement dans les années 80, je vais en parler tout à l'heure normalement, je trouve qu'ils faisaient vachement attention à justifier tous ces trucs-là pour donner un peu de substance et de plus le maximum en fait de crédibilité à ce qu'ils proposent. Et donc par exemple, je te prends un exemple, et sur l'intervention des tiers avec la musique d'entrée qui se déclenche, il suffit qu'à un moment donné, tu aies un petit reportage de 2 minutes qui montre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Et de l'autre côté du rideau, il y a un mec qui a un ordinateur avec toutes les musiques d'entrée, et dès qu'il voit un mec approcher du rideau, pouf, il déclenche la musique. Et même quand tu as un mec qui vient par surprise, oh, boum, voilà. Et là, tu l'interviews, tu dis, ah oui, comment vous fonctionnez? Eh ben oui, bah, dès que en fait, j'ai un gars qui arrive, je déclenche la musique, si c'est prévu ou pas prévu. Si c'est un mec prévu, je me prépare à l'avance, des fois je la déclenche alors que le mec n'est pas encore arrivé, il est au fond en train de discuter. Parfois, il y a des gars qui aiment bien déclencher leur musique et attendre devant le rideau, et voilà, et tu fais une interview. Et voilà, et une fois que tu as fait ça, tu as justifié ton truc. Et tu peux faire ça sur tous les aspects du catch, les DQ, les règles, les titres intermédiaires, tout ce qui est un peu des zones d'ombre, pour que tout d'un coup, tout ait l'air avoir du sens. Et je pense sincèrement que pour une bonne partie des fans, ça serait important, ça ferait une plus-value. Et en fait, c'est laisser ces zones d'ombre en se disant, ouais, de toute façon, on s'en fout, tout le monde sait que c'est faux. C'est ça qui insulte notre intelligence en réalité. C'est exactement comme dans les films, quand tu as des énormes incohérences,
et qui se disent bon, vas-y, laisse donc. Hein, alors qu'il y a des films où il y a des incohérences et ils vont se dire les gens vont y penser, il faut qu'on justifie. Et t'inventes une connerie et ça passe. Là récemment, j'ai regardé Abyss, un film que j'aime bien, et on sent qu'il y a plein de moments où ils essaient de justifier ce qui pourrait être perçu comme une incohérence. Par exemple, à la fin, ils sortent de leur espèce de sous-marin, ils n'ont pas dépressurisé, ils viennent de 500 mètres des profondeurs, ils sortent comme ça, et il y a un personnage qui dit on devrait avoir un problème de pressurisation, et il y en a un autre qui dit ouais, mais les extraterrestres, plus ou moins, enfin, ont dû nous faire quelque chose. Bon, c'est pas une réponse, hein, voilà, mais au moins on voit qu'ils y ont pensé, qu'ils essayent d'éclaircir un minimum la zone d'ombre, alors que s'ils n'en parlent pas, on a un malaise vis-à-vis de ça, entre guillemets. Un malaise, peut-être un mot un peu fort, mais voilà. Je continue avec les questions suivantes. Question de Le Dessinator, qui me dit je vote pour une vidéo entièrement dédiée au storytelling. Tes avis sont toujours intéressants et pertinents, merci. Effectivement, j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo là-dessus et que si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire. Je suis en train d'y réfléchir et il y a des grandes chances que ça vienne. Ce ne sera pas une vidéo très longue et je devrais faire un parallèle, si je la fais, entre storytelling, selling, quel est le but de tout ça, et un film, notamment un film que j'aime beaucoup, Mulholland Drive. J'ai regardé ce film-là récemment, encore une fois, c'est un de mes films préférés. Et j'ai fait un parallèle dans ma tête, je me dis que ça pourrait être cool. Donc voilà, peut-être que ça viendra, et peut-être pas, sinon. Continuons. Question de notoriété mangeur d'enfants. Bob Backlund tellement sous-estimé, c'est ouf à mon avis, c'est à cause de son run dans le milieu des années 90. Alors, effectivement, je pense que Bob Backlund est sous-estimé pour ça, puisque ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je pense que la mémoire des fans, et même la mémoire de la WWE, s'arrête à pas si loin que ça. Je pense que c'est franchement chaud de trouver des gens aujourd'hui qui connaissent le catch d'avant 1985. Et encore, je suis gentil. C'est comme si. Et je me souviens, la WWE a fait un top 100, un truc comme ça, des meilleurs matchs de tous les temps de l'histoire du catch US, ou les 100 matchs à voir avant de mourir de la lutte US. Et le match le plus vieux, je crois que c'était Ric Flair Harley Race de Starrcade 83, c'est-à-dire fin 83. Ça veut dire qu'en gros, même la WWE n'a pas de mémoire remontant avant 83, et pourtant, leur héritage des mecs comme San Martino pourrait être mis en valeur à travers des vidéos comme ça. Enfin, c'était des classements comme ça. Donc ça fait que oui, automatiquement, le Backlund de cette époque-là, il est oublié. Il est dans l'ombre complète. Et c'est aussi un peu le rôle de mes vidéos, là, c'est de vous... comme moi, hein, je découvre et je me remets en cause et je suis surpris. Et c'est ça dont je vais parler beaucoup dans ces vidéos sur les années 80. Et ouais, je dis pas que j'étais surpris par Backlund, parce que moi, je l'aimais plutôt bien. Mais j'ai été encore plus surpris positivement par lui. Et donc ensuite, il me dit, du coup, si tu as le Backlund Patera de janvier ainsi que le Two Out of Three Falls de Portland, en gros, ça m'intéresse. Si tu veux des matchs comme ça, vaut mieux contacter en privé, comme ça je te donnerai des liens directement sur un Google Drive ou une vidéo YouTube où il y est ou quelque chose. Voilà, là encore pour me contacter en privé, il faut aller sur la page principale, j'ai déjà dit. Question suivante, au pluriel de Sanity. Alors, je ne vais pas tout lire, c'est un long post. D'abord, il m'apprend que sur le network, il y a tout un tas de saisons des années 80 des territoires, notamment 83 et de 86 à 88 à la IWA, de 81 à 83 à la Mid-Atlantic, etc., etc. Il y a de la Mid-South, il y a de la World Class, il y a de la Jim Crockett Promotion, etc. Donc ça veut dire que... Et des house shows de la WF des années 80, donc... Enfin, ce qu'on appelle des house shows, c'était les shows qui étaient diffusés en closed circuit, la Madison Square Garden, Boston, Spectrum, Philadelphie, etc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matchs et de shows dont je vais vous parler dans ces vidéos sur les années 80 que vous pourrez retrouver sur le network, probablement, facilement. Donc, c'est plutôt une bonne chose, et je voulais le dire, je ne le savais pas forcément. Et ensuite, alors il me dit aussi, est-ce que tu m'autorises à télécharger tes vidéos? J'ai peur que ta chaîne soit supprimée un jour. Et ensuite, il me dit, tu m'inspires beaucoup par tes réflexions, ta vision du catch. Sans toi, je ne me serais jamais autant ouvert sur le catch. Et j'aurais sûrement arrêté aujourd'hui d'en regarder. Ça m'a fait plaisir, parce que si je peux contribuer à ce que vous soyez encore plus fan et que vous ouvriez sur d'autres choses, c'est plutôt cool. Mais effectivement, oui, tu peux télécharger mes vidéos. Je pars du principe qu'à partir du moment où je les mets sur Internet, elles font leur vie. Je n'ai plus totalement contrôle sur ce qui se passe avec. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Je vous emmerderai pas avec quoi que ce soit là-dessus. Vu que moi-même je télécharge illégalement, pourquoi je ferais chier les gens qui le font sur mon propre contenu? Servez-vous, c'est dispo. Et voilà, et enfin, il me demande si je peux lui envoyer une liste de matchs concernant différents territoires et tout. Contacte-moi en privé. Pour ça, je t'enverrai mes fichiers Word si tu veux. À la limite, c'est pas un problème. Et il me demande, que penses-tu de Dusty Rhodes et de la Stampede Wrestling? Alors Stampede Wrestling, j'en parlerai à partir de 82, j'ai pas beaucoup d'images d'eux avant 82. Voilà. Donc tu attendras la vidéo sur 82 pour avoir mon avis là-dessus, je pense. Et puis sur Dusty Rhodes, pour l'instant, j'ai pas vu grand chose de super bien avec lui, donc j'ai pas un avis super positif sur Dusty Rhodes, mais c'est pas non plus un mauvais worker, je pense qu'il est vraiment cool au micro, très touchant et il arrive à captiver le public, donc ça c'est bien. Maintenant, j'ai pas eu de top match avec lui pour le moment.
mais j'ai pas vu non plus beaucoup de tentatives de top match de sa part, je dois le dire. Parce que Dusty Rhodes sévit pas mal en Floride à l'époque, et j'ai pas beaucoup d'images de top match de Floride. Donc la Championship Wrestling from Florida. Je vais attendre de voir beaucoup de gros matchs de Dusty Rhodes, notamment Mid-Atlantic et Jim Crockett Promotion, pour me faire un avis plus définitif sur lui. Donc je préfère pas trop dire, mais pour l'instant c'est pas extrêmement positif, on va dire. Pour moi c'est un bon worker sans plus, mais qui a eu un push bien plus important que son talent ne semblait l'indiquer, parce qu'il était extrêmement populaire, et ça c'est vraiment sa force. Captiver le public. Voilà. Question suivante de Alessio. Rien à voir, mais je voulais juste te demander ce que tu penses de la Frontier Martial Arts, si tu connais. Le mélange entre Garbage Wrestling et moments plein d'émotion, les après-matchs d'Atsushi Onita, entre autres, en faisaient une compagnie vraiment unique. Effectivement, alors je connais pas hyper bien parce que le Garbage Wrestling, c'est pas mon délire. Plus que ça, tout le côté hardcore, je suis pas très ECW non plus, je suis pas très Deathmatch de la Big Japan et compagnie. Après, effectivement, je vois de quoi tu veux parler par le côté après-match d'Atsushi Onita. Je vais parler un petit peu d'Onita dans cette vidéo parce qu'il était à Memphis en 81, Onita, et je pense qu'il s'est inspiré de beaucoup de choses qui se passaient à Memphis pour sa fédération Frontier Martial Arts. Ça paraît surprenant, eh bien tu verras. Mais ce que je pense de la Frontier Martial Arts, c'est que c'est pas mon produit, mais que dans le délire, c'est vraiment pas mauvais. À la limite, je pense que je préférerais à la Frontier Martial Arts, à la ECW, dans le registre. Voilà. Et Onita, une immense star dans le cadre japonais. Il faudrait que j'en reparle un jour de ces stars qui sont un peu mésestimées par les Occidentaux, qui ne se rendent pas compte à quel point ces gars sont des dieux au Japon, notamment. J'ai une idée de vidéo là-dessus aussi. Je continue. Emilien Bartoli qui me demande, alors qui me dit, Bob Backlund versus Hulk Hogan, 4 étoiles. Je veux le voir celui-là parce que ça serait apte à déconstruire pas mal d'idées reçues sur les deux bonhommes. Alors effectivement, si tu veux le voir, tu peux le trouver très facilement. Si tu ne le trouves pas, tu me demandes. Après, c'est ma note à moi. Pas sûr que toi tu mettras 4 étoiles. Hein. Ça reste très perso. Et effectivement, je pense que Bob Backlund comme Hogan sont quelque part sous-estimés par leur run des années 90. Bon, Hogan, il est sous-estimé par les fans et surestimé par les bookers, entre guillemets. Donc c'est un peu particulier de dire ça. Mais effectivement, Hogan n'est pas un tocard fini. Hein. Il a eu quelques bons matchs dans sa carrière. Simplement, il a vite endossé le rôle de Superman et que bon, forcément, en tant que Superman, c'est compliqué d'avoir des top matchs, je trouve. Mais celui-là est bien, avec un Hogan Hill. Effectivement. C'est peut-être le meilleur match en carrière de Hogan. Donc voilà. Et Backlund a eu plein de bons matchs de toute façon. Et sinon, il me dit, il te manque juste un peu d'animation en fond pour dynamiser tes vidéos. Mais je me doute que c'est pas évident à faire. Je vais essayer à partir de maintenant, de cette vidéo-là, de le faire. Je me dis que c'est utile notamment pour les années 80 parce que je parle de trucs, de gars que vous savez pas forcément qui c'est. Et je décris un peu l'ambiance dans les salles, la taille des salles, la taille des rings, des trucs comme ça. Autant montrer directement. J'essaierai de mettre plus d'animation vidéo à partir de cette vidéo et pour toutes les autres à venir. En espérant que ça se tienne. Enfin, deux dernières questions. Rizitas qui me dit que penses-tu d'Alain Soral? Je ne sais pas qui c'est, j'ai regardé vite fait sur Wikipédia. Et comme ça a l'air d'être assez controversé, je préfère pas donner mon avis plus que ça. Ici, je me ferai peut-être une opinion un jour. Et enfin, ça m'a fait rire, donc je vous le partage. Question de JDJD BD JDJD qui me dit: je ne croyais pas en Dieu avant de découvrir tes vidéos. Eh bien, je ne te souhaite pas de croire en Dieu après, mais ça m'a fait rire, donc je voulais partager. Voilà, c'est tout pour les questions-réactions. Je vais passer maintenant au vif du sujet. L'année 1980 à la NWA, j'ai énormément de trucs à dire. La vidéo va peut-être être longue, donc ne perdons pas plus de temps. Allons-y. Alors, le but de ces vidéos, d'abord, c'est de vous donner un peu une image de ce qu'était le catch à l'époque. Donc parfois, je vais faire des liens par rapport à aujourd'hui. Mon but, c'est pas de vous dire c'était vachement cool à l'époque, aujourd'hui c'est de la merde, machin truc. Je suis pas non plus dans une espèce de délire, je l'ai déjà dit, de c'était mieux avant sur ma propre nostalgie, puisque je connaissais pas 1981 comme je connais pas 2018, si vous voulez. Je découvre ça comme si c'était nouveau. Simplement, je pense que ça peut être pas mal de poser un certain nombre de trucs qui sont vraiment différents. La principale différence, je l'ai déjà un peu dit, entre l'année 81 et 2017-2018, si vous voulez, entre ce qui se passe aujourd'hui dans le catch US et à l'époque, c'est que, si vous voulez, à l'époque, leur but, c'est vraiment de faire qu'on regarde les matchs comme si c'était vrai, en fait. Donc on regarde ça au premier degré. Après, il y avait beaucoup de fans qui pensaient réellement que le catch c'était legit, donc c'est aussi pour ça qu'ils faisaient ça comme ça. Mais si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, ils cherchent à être impressionnants. Je me rappelle avoir vu et lu pas mal de fans qui disaient, par exemple, je comprends pas le délire sur Bret Hart, qui serait un des meilleurs lutteurs de tous les temps, je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Et Bret Hart, même s'il a lutté beaucoup dans les années 90 aussi, pas seulement dans les années 80, mais c'est un all-timer, si vous voulez, qui est dans ce registre-là, de se dire, je ne vais pas chercher à impressionner les gens, je vais chercher à faire un match qui soit prenant, captivant,
que les gens qui vont regarder ça au premier degré vont pouvoir regarder en vibrant. Et même quand tu sais que le catch c'est faux, si tu veux, tu peux regarder ça au premier degré et regarder ça de cette façon-là et retrouver cette magie de comme quand tu étais enfant et que tu croyais que le catch c'était vrai. Et je trouve que la force des années 80, de ce que je regarde là, depuis, j'ai regardé 1980, 81 en entier, et là je suis en train de regarder 82, c'est de me permettre de retrouver un peu cet état, cette façon de regarder là, assez facilement, en fait. Après, je dis pas que je suis en train de regarder en me disant ah c'est vrai, tout d'un coup j'oublie qui je suis ou quoi. Hein. C'est pas complètement surnaturel ce que je vous dis. Simplement, c'est un peu comme un bon film où tu es immergé dans l'action ou un bon roman où tout d'un coup tu fais abstraction de ce qui est autour de toi tellement tu es plongé dans tes paragraphes et dans tes lignes. C'est un peu pareil. Tout d'un coup, ils arrivent à nous amener à ça quand c'est bien fait. C'est pas le cas de tous les territoires de façon aussi nette, mais je dirais que le bon matériel de l'époque te suscite ça et c'est vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à aujourd'hui où j'ai un peu déjà abordé dans la FAQ permanente, là, dont de tout ce que je viens de parler. Il y a ce côté, on sait très bien que les fans savent que c'est faux, donc on passe. Ça, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas cohérent. On lèche pas les angles, on n'essaye pas de crédibiliser au maximum le truc pour que justement les gens puissent le voir comme si c'était vrai. On s'en fout un peu de ça. Ce qu'on veut, c'est que ce soit un divertissement fun, spectaculaire, impressionnant. Waouh, voilà, en gros. Et je trouve que c'est moins. Enfin, moi, ça me fait moins vibrer. Ça me plaît moins quelque part. Après, encore une fois, loin de moi l'idée de dire c'est moins bien aujourd'hui. À la limite, le plus fort que je pourrais dire, c'est 81 me plaît plus que 2018. Un truc comme ça. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit vrai. Mais voilà, je ne suis pas en train de vous dire que c'était génial avant. Il y a des choses qui sont moins bien à l'époque. Par exemple, à l'époque, ils font pas mal de moves débiles. Moi, il y a des moves que je supporte pas. Le bear hug, je le trouve pourri. La claw des Van Eric, je trouve pas que c'est un move terrible. Il y a des moves que je trouve cons. Ah si, il y en a un que je trouve pourri, c'est quand un mec a le bras comme ça, il est allongé sur le ventre avec le bras comme ça, et l'autre glisse sa jambe. Je peux pas vous le faire là, je vais essayer de vous foutre l'image. Ce move est nul, hein, sincèrement, où il glisse sa jambe, il se jette en arrière. Comment tu peux imaginer que ça fait mal au bras du gars? Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, ça, c'est des trucs que je trouve pourris, entre autres. Mais si vous voulez, si je fais la balance de tout ça, ce qui me plaît fait que je suis encore attiré par ce produit, mais ça pourrait ne pas vous attirer plus que ça. Voilà, je voulais juste vous le dire. Voilà. Alors, au niveau de lécher les détails, je vais vous donner quelques exemples qui datent pas forcément spécifiquement de 81, ils peuvent dater de 80 ou 82, je les ai entendus dans une de ces années-là. Mais, par exemple, mince, c'était quoi les exemples que je voulais donner? J'ai oublié les exemples que je voulais donner. Ah voilà, j'en ai un que j'ai vu tout à l'heure. C'est dans la Mid-South, dans le territoire de Mid-South. Il y a un match à un moment donné qui est en main event pour un titre par équipe. Et le commentateur dit souvent, donc il reste 10 minutes de temps d'antenne. Ce sera, si ça va au bout des 10 minutes, ce sera un draw. En gros, c'est le match n'a pas de durée de temps fixe, c'est le temps qui reste à la télévision. Hein, des fois, TV time remaining, ils disent un truc comme ça. Ils disent voilà, le match va durer le temps qui reste à la télévision. Et le commentateur dit certains fans nous demandent mais pourquoi on ne met pas ce match en premier match de la soirée pour avoir tout le temps du show. Et il justifie ça en disant le booker essaye de distribuer les matchs sur les créneaux entre les pubs pour que vous puissiez voir les matchs en entier et que vous ratiez pas le finish, etc. Et en fait, le fait de l'aborder ça dans le texte, ça montre que c'est un peu pour contrecarrer ce que les fans pourraient se dire ah ouais, comme par hasard, on voit le pinfall et juste après, c'est la pub, tu vois. Et ben en fait, il sous-entend que le booker a prévu son truc, etc. Et l'autre exemple que je voulais donner, c'est à la WWF, il y a une interview de Pat Patterson à un moment donné, je crois que c'est en 1980, où le commentateur lui dit mais comment vous faites pour faire autant de matchs, hein, plusieurs matchs par semaine et tout, alors que les boxeurs ils font 3-4 matchs par an et ils en peuvent plus. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question et puis trouver que le catch ça doit être faux si ça peut se faire. Et l'autre justifie, il dit ouais mais les boxeurs ils prennent beaucoup de coups à la tête. Nous quand on est bon, on arrive justement à faire en sorte de ne pas prendre trop de coups au même endroit, essayer de ne pas se faire blesser là où on est déjà blessé et se protéger la tête, etc. etc. Et finalement, quand on a l'expérience, on arrive à gérer notre fatigue physique, à gérer notre calendrier pour être bien, etc. Enfin, il justifie ça. Après, on est convaincu, on n'est pas convaincu, mais le seul fait qu'ils en parlent, ça permet d'éclaircir des zones d'ombre et de crédibiliser le truc comme étant un sport qu'on peut regarder au premier degré. Qu'on y croit ou non en catch, c'est pas la question. Que le kayfabe soit intact ou non, c'est pas la question. La question, c'est on arrive à croire au truc facilement. En fait, c'est comme dans un film où ils vont justifier un truc que tu pourrais trouver complètement débile, tout d'un coup, même si la justification ne tient pas, le seul fait qu'ils aient essayé de justifier, tout d'un coup, c'est moins gênant. Et ça, c'est vachement important. Et ça, ils le font beaucoup à l'époque, et c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un exemple, mais tout, hein, tout est fait, que ce soit les promos, le in-ring, tout, t'as ce côté, il faut que les gens puissent le regarder comme si c'était vrai.
même s'il y a des moves qui sont complètement débiles. Bon, ça, c'est la limite du truc, à la limite. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais dire, un petit peu en préambule. Alors, en 1980, il s'est passé quoi dans l'ensemble des territoires, d'abord, avant que je rentre dans les territoires par territoire. Il s'est passé un truc. L'année 80, c'est une année très importante parce que moi, dans ma tête, vous pouvez aller voir sur Wikipédia le linéage des champions NWA exact, mais moi, dans ma tête, il y a Lou Thesz, ensuite il y a Buddy Rogers, ensuite il y a Dory Funk Jr., ensuite il y a Jack Briscoe, ensuite il y a Harley Race, et ensuite il y a Ric Flair. Et le moment où on passe de Harley Race à Ric Flair, c'est 81. Voilà. Je sais qu'il y a eu d'autres champions, hein, il y a eu Dusty Rhodes un petit peu, il y a eu d'autres gars, etc. Je sais très bien ça. Mais si vous voulez, dans ma tête, les gros noms, les périodes un peu historiques de la NWA et du champion NWA, c'est ça. Lou Thesz, Buddy Rogers, Dory Funk Jr., Jack Briscoe, Harley Race, Ric Flair. Et 81, c'est l'année où on passe de Harley Race à Ric Flair. Beaucoup de gens pensent que c'est 83 parce qu'il y a eu un match entre les deux à Starrcade où Ric Flair devient champion. Mais en réalité, il devient champion mi-fin 81, septembre 81 si je me souviens bien, en battant Dusty Rhodes. Et alors tu vas me dire, il y a Dusty Rhodes. Oui, Dusty Rhodes sert de transition en fait. Hein. Donc Dusty Rhodes bat Harley Race et ensuite Dusty Rhodes perd contre Ric Flair. Pardon. Avant ça, il y a Tommy Rich aussi qui a été champion de NWA, sauf que c'est resté très confidentiel à l'époque. Quand Ric Flair devient champion, tu entends les commentateurs dans les autres territoires dire il y a un nouveau champion NWA, etc. Dans tous les territoires, que ce soit Portland, le Texas, etc. Ils signalent que Ric Flair est un nouveau champion NWA. Quand Tommy Rich devient champion, il a un règne de quoi, de 2-3 semaines, un mois, j'en sais rien. Il gagne et il gagne le titre de Harley Race, il le repère à Harley Race. C'est resté confidentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans à l'époque qui ignoraient que Tommy Rich avait eu le titre. Et qui ont dû l'apprendre beaucoup plus tard quand Internet ou autres ont diffusé le truc. Ou peut-être certains promoteurs disaient Tommy Rich ex-champion de WA et les gens disaient ah non, il était champion, je savais pas. Bref, voilà. Donc juste pour dire, gros truc en 81, Harley Race en gros perd son titre qu'il a depuis un truc comme 77. J'ai pas vérifié les linéages parce que mon but c'est de vous transmettre l'histoire telle que moi je l'aperçois et je la ressens. C'est pas de vous dire des informations que vous pouvez trouver très facilement sur Wikipédia, ça n'a aucun intérêt. De vous ressortir, de vous recracher des trucs. Bref. Et en gros, voilà, Dusty Rhodes a un règne de transition. Il perd le titre contre Ric Flair. Dusty Rhodes a une pop de malade quand il devient champion. J'ai pas forcément. On n'a pas les matchs en entier. Hein. Que ce soit la prise de titre de Dusty Rhodes ou Ric Flair, on n'a pas les matchs en entier. Ça avait pas l'air d'être des matchs terribles de toute façon. On a des images de la fin un peu filmées à l'arrache. Il y a eu une beaucoup plus grosse pop quand Dusty est devenu champion en battant Harley Race que quand Ric Flair devient champion en battant Dusty. Aussi parce que les gens détestaient peut-être un peu plus Harley Race. Et tout ça. Et Dusty Rhodes était un plus gros babyface que Ric Flair. Alors pourquoi Ric Flair a été choisi? À mon sens, parce qu'il était talentueux et que mine de rien, plus que Dusty Rhodes, et que mine de rien, il y avait une plus grosse garantie chez Ric Flair qu'il puisse obtenir des bons matchs en naviguant d'un territoire à l'autre, en passant d'un style à l'autre, parce que in-ring, le style n'est pas le même dans chaque territoire. Et aussi parce que il faut être capable d'avoir un bon match avec un gars que tu viens de rencontrer le matin même. Parce que mine de rien, il allait d'un territoire à l'autre. Il se posait à Portland, il allait avoir un match contre Axe Sawyer. Ok, il faut être capable d'avoir un bon match avec Axe Sawyer, je ne le connais pas. Voilà, en gros. Donc voilà, je vous détaillerai ça, mais le gros règne de Ric Flair, parce qu'il va durer une bonne partie des années 80, hein, quasiment jusqu'à la fin de la NWA, quelque part, Ric Flair. Même s'il va perdre le titre et tout ça, il est quasiment tout le temps champion, si tu regardes. Ça commence véritablement plus en 82 qu'en 81. Où il fait la tournée, il a des matchs comme ça, je vous en parlerai plus en 82. Voilà, donc je vais aller dans les territoires un par un. Je vais commencer par le territoire de Southeastern. Alors Southeastern, je vous mets la carte pour vous montrer où ça se trouve. Bon, Southeastern, c'est le sud-est, hein, ça c'est Southeastern, à un moment donné. Alors c'est un territoire dont je n'ai pas parlé pour 1980. C'est un territoire relativement mineur, où on trouve toute la famille Armstrong. Donc Bullet Bob, le père, et puis tous les fils, dont Brad Armstrong, qui est déjà champion poids léger. Alors d'ailleurs, le champion poids léger se fait appeler champion junior heavyweight. J'avais dit dans une autre vidéo que vu l'appellation junior heavyweight, ça sous-entendait que c'était japonais, parce qu'au Japon, ils disaient ça comme ça. Bon, a priori, je me suis trompé. Il y a plusieurs territoires où les champions poids légers s'appellent junior heavyweight, donc ça existait aussi aux États-Unis, cette appellation. Je pensais qu'aux États-Unis, junior, ça renvoyait à une catégorie d'âge. Non, ça renvoie bien à une catégorie de poids. Donc je disais, donc Brad Armstrong est champion poids léger, là-bas. D'abord, je vous donne un petit peu une indication sur le territoire. On a les shows télé, qui sont courts. Comme pour la plupart des territoires, en fait, les shows télé durent 45, 50 minutes, 1 heure. Et on a des petits matchs. Des matchs d'une dizaine de minutes maximum. Donc c'est compliqué d'avoir des top matchs. Et surtout, il y a cette idée dans les shows télé de faire surtout la promotion des gros matchs qui ont lieu dans des house shows. Puisqu'a priori, si tu captes le signal de l'émission télé Southeastern, c'est que tu habites pas loin. Et donc tu vas pouvoir venir les voir en vrai.
Et le but, c'est de te faire venir en vrai, parce que c'est là qu'ils font leur argent. Ils font leur blé sur la billetterie des gros shows. Donc, ils ne font pas des gros matchs en show télé, mais ils essaient de faire quand même un show télé de qualité, un minimum, pour que tu puisses t'intéresser. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et selon les territoires, c'est pas le même équilibre. Southeastern, ils font quand même quelques matchs un peu plus intéressants, mais c'est des matchs qui restent quand même assez courts. T'as des belles affiches, mais sur des formats courts, et surtout dans un tout petit ring. Je vous mets au moins une photo ou une vidéo de ça en haut. Regardez la taille du ring, c'est plus petit que le ring de la WCW, et ça, franchement, ça m'a perturbé. Après, le steel in ring, il est assez tight, c'est accroché, on sent que c'est serré, que tu laisses pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'autre, pour qu'il fasse ses moves ou fasse son contre. Donc c'est à lui de s'employer pour faire, donc ça demande à pas mal de niveaux au niveau des fondamentaux. Euh, et donc on a quelques lutteurs qui s'en sortent pas mal. C'est un territoire qui n'a pas beaucoup de star power, et à chaque fois qu'un gars commence à émerger comme étant bon, il est récupéré par un autre territoire qui a plus d'argent et qui a plus de moyens de payer ce gars-là. Ça c'est un système de toute façon qui se fait pour la plupart des territoires. Donc parmi les gars que j'ai bien aimé dans le territoire, j'ai bien aimé Masa Saito, que je connaissais déjà, un lutteur japonais, qui sera Mister Saito à la WWF plus tard dans l'année 80 et 82. Donc, qui est un gars qui a fait les Jeux Olympiques de 64 à Tokyo. Il a représenté le Japon dans la lutte freestyle. Il est annoncé comme ayant gagné la médaille d'argent là-bas, c'est pas le cas. Mais bon, je sais pas pourquoi il dit ça d'ailleurs. Voilà, mais il est super bon. Il a aussi des projections de judo. Il a un bon bagage. Il est assez charismatique. Il est assez intelligent dans le ring. Moi, je l'aime bien. Voilà, il a été assez cool dans ce territoire. Il y a Paul Orndorff aussi dans le territoire, qui est un peu le gars qui a du star power dans le roster. Que ce soit au micro, il a une grosse shape très bodybuildée. Il est bon dans le ring, dans les fondamentaux, mais il est aussi un peu plus flamboyant que les autres, capable de faire quelques moves un peu plus flamboyants. Bon, toute proportion gardée, c'est pas Ricochet ou la Dragon Gate, hein, on est en 80, attention. Et puis il y a Brad Armstrong, donc en poids léger, qui était très cool. Et puis alors, j'ai beaucoup aimé le début des Midnight Express. Alors les Midnight Express en 81, c'est Randy Rose et Dennis Condrey. Cette équipe-là ensuite va être souvent soit Dennis Condrey, Bobby Eaton, soit Bobby Eaton, Stan Lane, selon l'année où vous les prenez. Ça, c'est les tout débuts des Midnight Express qui va être. Les Midnight Express, c'est une des deux équipes majeures, je dirais, de la décennie 80 avec les Rock'n'Roll Express, avec qui ils vont avoir une grosse rivalité. Et donc les Midnight Express font quelques matchs, donc Randy Rose, Dennis Condrey, contre un certain nombre de lutteurs du territoire, notamment plusieurs matchs où on va avoir en face un dénommé Norvell Austin, qui se faisait surnommer le Junkyard Dog. C'est pas le Junkyard Dog que vous connaissez, je me rappelle plus du vrai nom du mec. C'est Ritter, son nom de famille, parce qu'à un moment donné, il se faisait surnommer Big Daddy Ritter. Je sais plus comment il s'appelle, qui sévissait dans le Mid-South. Norvell Austin, c'est un autre lutteur noir avec beaucoup moins de shape, beaucoup moins de charisme que notre John Cardock que vous connaissez peut-être, mais donc qui était face dans le Southeastern et qui affrontait souvent les Midnight Express, donc Randy Rose, Dennis Condrey. Et en fait, ils vont quitter le territoire et Norvell Austin va venir être aussi un membre des Midnight Express, qui vont devenir une espèce de clan de 3. Et ils vont aller à Memphis ensemble, devenir une équipe qui va devenir majeure. C'est à Memphis qu'ils vont grandir. Là, on voit juste la jeunesse du truc, mais ils sont assez cool. Voilà un peu. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire sur le territoire, qui est un peu vieillot. Je dirais qu'il a un côté ringard en 81. C'est-à-dire que du point de vue de 2018, il est ringard chez ringard. Vous voyez ce que je veux dire? Il est doublement ringard. Parce qu'en 81, tu sens qu'il est il fait plus vieillot que Memphis, dont je vais parler tout de suite là, qui fait beaucoup plus frais et jeune et comme ça. Eux, il y a un côté... voilà. Et puis c'est pas un territoire très majeur, donc dès qu'il y a des gars qui sont pas mal, ils se les font siffler, il n'y a pas de gros matchs. Je vous ai pas sorti de recommandations pour le territoire, mais s'il y a quelques matchs qui sont pas dégueux, si vous voulez vraiment voir des matchs de la jeunesse du Midnight Express ou quoi, vous pouvez aller jeter un oeil, mais ça ne mérite pas plus que ça le détour, je pense. Voilà, donc je passe à un autre territoire, je vais passer maintenant à Memphis. Alors, Memphis, c'est le territoire frais des États-Unis. Quand je dis ça, ça peut paraître bizarre parce que je sais pas, dans l'imaginaire, moi dans mon imaginaire en tout cas, Memphis, je me dis c'est le sud, c'est voilà, c'est la nostalgie du rockabilly, Elvis Presley, Carl Perkins et machin, et tu les sens pas frais et avant-gardistes, tu vois. Memphis, ça sonne pas avant-gardiste, ça sonne une vieille ville, hein, de la nostalgie, du rêve américain ou quelque chose, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non, pas du tout. Il faut déconstruire complètement cette idée-là. Memphis, c'est le territoire avant-gardiste en 80. Le truc le plus net où on voit ce côté avant-garde, c'est quand ils font des concession stand brawl. Alors, il y en a une en 81, mais j'ai regardé, je me suis documenté, il y en a eu dans les années 70. Il y en a une en 78, en tout cas avec Jerry Lawler. Je ne sais plus avec qui il est. En 81, c'est une concession stand brawl avec Ricky Morton, Eddie Gilbert, Masafuchi et Atsushi Onita. Alors, vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'une concession stand brawl. Moi, je ne savais pas ce que c'était avant l'année 80. Donc là, celle de 80, c'est la Tupelo Concession Stand Brawl. Ça se passe
le 4 septembre 81. En gros, c'est un match qui se passe dans une salle. Donc là, c'est à Tupelo, Mississippi, je crois. Et donc, il y a un match en 2 of 3 falls. Le first fall se passe normalement. Et ça dégénère. Ils se mettent à se battre dans le public et ils vont jusqu'à la buvette. Donc, en gros, le bar. Donc, tu as un bar, donc tu as le côté où tu te fais servir et tu as le côté où il y a les tireuses et tu te fais servir. Enfin, on te sert. Le côté cuisine, si vous voulez, on va faire ça. On va dire que c'est le côté cuisine. Et donc, ils se retrouvent du côté cuisine, du côté où il y a les tireuses de bière, le ketchup, les pains à sandwich, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ils se battent avec tout ça. Voilà. Donc, c'est du garbage wrestling, mais en 81. Et ça existait déjà dans les années 70. Et c'est ça qui est ouf, c'est que tu te dis, au mieux, t'entends un gars qui va dire, ouais, ils ont inventé ça à la Frontier Martial Arts avec Atsushi Onita, qui est dans le match. Ou à la ECW, dans les années 90, ils ont inventé la lutte hardcore et le garbage wrestling. Pas du tout. Ça existait déjà à Memphis en 81 et même avant, dans les années 70, encore une fois. Donc ils se battent avec de la moutarde, ils glissent, ils montent sur des tables. Alors ils pètent pas les tables. Là, j'ai pas encore vu quelqu'un passer à travers une table en 81. Mais voilà, ils se donnent des coups de chaise, ils utilisent toutes sortes d'objets à la con. Des fûts de bière, enfin, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. C'est pas cool à regarder dans le sens où c'est pas très spectaculaire, mais c'est une curiosité, en fait. Et voilà, et je trouve que ce qui est étonnant, c'est que c'est complètement wild, type ECW 95-96, mais on est en 81, et on a un dénommé Atsushi Onita dans ce bordel, qui est le gars qui va amener ça au Japon avec la Frontier Martial Arts, dont j'ai touché 2 mots tout à l'heure dans la FAQ permanente. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant. Maintenant, un truc est assez, quand même, je me suis posé la question, Jerry Lawler, qui est quand même un lutteur majeur du territoire, et qui a été dans des concession stand brawl en 78, notamment, avait vachement critiqué avec beaucoup de véhémence la ECW, on surnommait la ECW la Extremely Crappy Wrestling dans les années 90. Alors, est-ce que c'était un angle et en fait, il pense beaucoup de bien de la ECW, ou est-ce qu'ils utilisaient une réalité de ce que pensait vraiment Jerry Lawler et pour la mettre dans storyline? Moi, je pensais pour la deuxième option. En tout cas, c'est surprenant quand même que Jerry Lawler ait pris part à du garbage wrestling et qu'il ait critiqué le garbage wrestling 15 ou 20 ans plus tard. Voilà, ça, je trouvais ça surprenant. Un autre truc que je trouve intéressant quand même, ceci dit, la grosse différence, c'est qu'il le faisait une fois ou deux dans l'année à tout casser. Hein. Et que quand il le faisait, les commentateurs sont là en train de se dire, oh, c'est pas possible. Voilà, en gros, ça se barre en couille, vas-y. Et je trouve que ça, c'est important aussi de signaler, c'est que si tu le fais toutes les semaines, ta fédération, c'est du garbage wrestling. Mais si ça arrive une fois de temps en temps, ça montre qu'un match, ça peut dégénérer, qu'il y a une grosse animosité entre les gars, etc. Et c'est rigolo de le voir une fois de temps en temps. Et voilà. Donc je pense que c'est ça la grosse différence. Parce que franchement, j'ai pas trouvé ça terrible. Je ne le mets pas dans mon top 20 ni rien des meilleurs matchs ou quoi que ce soit. Mais c'est une curiosité. Et je voulais signaler que ça existait, notamment pour illustrer le côté avant-gardiste du territoire. Mais attention, c'est pas fini. Parce qu'ils ont plein d'idées, hein, les gars. Alors le booker du territoire, c'est Jerry Jarrett, hein, le père de Jeff Jarrett, qui est futur intronisé au Hall of Fame de la WWE, à la grande surprise de tout le monde. Et si vous voulez savoir pourquoi c'est surprenant, je vous invite à regarder la très bonne vidéo de Norbert Feuillant à ce sujet sur la chaîne C'est ça le catch. Je partage ce qu'il dit dans la vidéo, donc c'est pas la peine que j'y revienne. Et donc Jerry Jarrett, qui est le booker du territoire de Memphis, c'est un très très bon booker. Il a fait deux très bonnes choses. Il y a le booking de l'arrivée des Midnight Express, dont je vais vous parler dans un instant. Mais il y a surtout toute la rivalité entre Jerry Lawler, la star du territoire, le top babyface, et les frères Funk, Dory Funk Jr. et Terry Funk. Alors ça concerne surtout Jerry Lawler et Terry Funk, parce que Dory Funk, il est plutôt technicien, assez discret, réservé. C'est le contraire de Terry, en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est les deux frères, mais c'est le contraire, les deux. Donc c'est plus intéressant Jerry Lawler et Terry Funk à la limite. Donc il y a un ODQ entre les deux. Jerry gagne, bon, ça se barre un peu en couille et tout ça, bon bref. Et à un moment donné, Terry Funk fait une promo, et c'est là que le booking devient vraiment avant-gardiste et super intéressant. Il fait une promo et il dit, de toute façon, je peux pas gagner contre Jerry Lawler ici, parce qu'il a la police avec lui, il a les fans avec lui, il a les promoteurs avec lui, il a les arbitres avec lui, il a les commentateurs avec lui, de toute façon, c'est mort. Voilà. Mais si je le battais, si je l'affrontais en vrai dans la rue, je le défoncerais. Et d'ailleurs, et il sort, tiens, ça tombe bien, j'ai des enveloppes. Il sort une enveloppe, il dit, j'ai une invitation dans une enveloppe, avec un lieu, une date. Jerry Lawler a qu'à me rencontrer là et on règle nos comptes. Loin des caméras, loin des fans, loin de la police, loin des promoteurs, loin de tout le monde. Voilà. Et il donne l'enveloppe au présentateur, au mec qui tient le micro, au commentateur. Voilà. Et on retrouve plus tard ce commentateur avec la même enveloppe. Bon, je ne vais pas la ressortir. Donc avec la même enveloppe, il la donne à Jerry Lawler et l'enveloppe est ouverte. Donc Jerry Lawler dit, comment ça se fait qu'elle est ouverte? Et donc le gars dit, ouais, bah, on va quand même emmener des caméras, mais il n'y aura personne. On n'a rien dévoilé. Et donc Jerry Lawler dit, ok. Et il prend l'adresse et il se barre. Et donc on a un match dans une arena vide entre Jerry Lawler et Terry Funk.
qu'il faut regarder comme un angle. Il faut comprendre un truc, c'est qu'à l'époque, ils ne sont pas en train de se dire on va faire des 5-star matchs, on va faire des putains de matchs. Ils essayent de faire du bon temps télé. Donc que ce soit des segments ou des matchs avec des segments à l'intérieur ou quoi, ils s'en foutent. Il faut que ce soit du temps télé qui soit fun et qui mette des gars over. En gros. Ils se disent pas faut faire des putains de matchs. Hein. Donc ce truc-là, Jerry Lawler, Terry Funk dans une arena vide, empty arena, qui se passe le 6 avril 81, c'est en tant que segment ou angle vraiment cool à regarder. Alors je sais plus si c'est le Wrestling Observer, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui met 5 stars à ce match-là. Il y a au moins des fans qui mettent 5 stars. Et je me demande si le Wrestling Observer, ou alors il a été élu match de l'année ou quelque chose. Donc il est hyper coté. Moi personnellement, j'ai pas plus que ça aimé. Je trouve pas que le brawling soit cool. Pour moi, pour qu'un brawling soit cool, il faut que on ressente le côté accroché un petit peu à l'arrache et que le selling soit plus subtil que dans un match normal, on va dire, entre guillemets, quand c'est un vrai brawling, où les mecs semblent un peu sonnés, mais donnent quand même des coups et partent un petit peu à petit feu comme ça, mais dans des nuances de gris, si vous voulez. Et qu'ils soient pas, ils prennent un coup, ils sont KO, et puis ils reviennent, ou alors ils sont complètement KO, gelés au sol. Et voilà. Ça, ce selling-là, pour moi, il fonctionne pas dans un brawling. Je préfère le selling à la Stan Hansen, où même quand il est un peu sonné, il donne un petit coup de pied de pute, et puis il continue à se faire malmener, vous voyez, un truc comme ça. C'est pour ça que je considère Stan Hansen comme le meilleur brawler de tous les temps. Alors là, Jerry Lawler, Terry Funk, on se dit c'est des putains de brawlers. Bizarrement, ça n'a pas fonctionné. Enfin, en tout cas, sur ce match-là, je trouve que pas plus que ça. Je préfère le no DQ qu'il y a dans le Mid-South Coliseum de Memphis, la grande arène où ils font leur show. D'ailleurs, ça doit être le Mid-South Coliseum, l'arène vide en question. Mais elle est vide, elle est filmée avec une caméra au sol. C'est très bizarre. Et j'aime pas le finish aussi où Terry Funk se plante un morceau de chaise en bois dans l'œil. Et il est là, ah mon œil, j'ai perdu mon œil et tout. C'est too much comme blessure. Et ça finit bizarrement. Et voilà. Bon, après, c'est une curiosité encore une fois. Un peu comme le Tupelo Concession Stand Brawl. Vous pouvez checker cette brawl dans une arène vide. C'est une vraie curiosité. C'est pas. Voilà, c'est avant-gardiste. C'est bizarre. C'est. Voilà. Bon, après, du point de vue d'aujourd'hui, ça aura plus l'air avant-gardiste, hein, on est bien d'accord, mais en 80, ça l'était. Mais c'est curieux. Voilà, c'est intéressant, c'est original, c'est frais. Après, dans les trucs bien, on va dire qui n'ont pas ce côté avant-gardiste, moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai préféré le Jerry Lawler Dory Funk Jr. en règle classique, auquel je mets 3,5, qui est pour moi le meilleur match du. Il y a eu mon portable. Bref. Qui est pour moi le meilleur match du territoire de cette année 1981, qui n'est pas une grosse année en termes de top match, mais qui est plus une année fraîche au niveau du booking. Je vais vous parler des Midnight Express dans un instant. Je vous recommande aussi un 8-man tag entre Bill Dundee, Steve Keirn, Rick et Robert Gibson contre Dream Machine, Nightmare One et les Heartbreakers. Alors, vous ne connaissez pas les lutteurs, moi non plus, hein, je ne les connaissais pas. Je connaissais que Bill Dundee, Robert Gibson et un petit peu Steve Keirn. En face, je ne les connaissais pas, Dream Machine, machin, je ne sais pas qui c'est. C'est un 8-man tag, et vous allez voir la différence entre, si vous pouvez le toper, si vous n'arrivez pas, vous me demanderez, la différence de style entre Memphis et la WWE. Dans un 8-man tag à Memphis, c'est le bordel. Les mecs ils rentrent, l'arbitre il n'arrive pas à garder les règles, ça rentre, ça sort, ça s'avoine à l'extérieur et tout, ça n'arrête pas, c'est hyper rythmé, c'est accroché un peu comme ça. De toute façon, tous les territoires du Sud, ce que j'ai dit pour la Southeastern, c'est toujours accroché dans le sens où on laisse très peu de lest ou de marge de manœuvre à l'autre pour qu'il place ses contres et ses moves. Et tout d'un coup, ça donne l'impression que c'est compétitif, que pour placer un move, que ce soit je sais pas, un body slam par exemple, et ben l'autre il tient la jambe et tout ça, il te fait chier, faut s'employer pour le mettre, quoi. Et je trouve que ça donne un côté compétitif et j'aime bien. On retrouve ça chez certains lutteurs plus récents, notamment Chris Benoit qui a toujours essayé de donner ce truc-là, ou William Regal, etc. Donc vous allez retrouver ce truc-là, mais pour beaucoup plus de lutteurs dans un produit d'ensemble à Memphis à l'époque. Un petit peu avec beaucoup de petits gabarits et beaucoup de gars qui font des dropkicks, qui courent partout, etc. C'était un territoire où il y a beaucoup de petits gabarits. Voilà. Et alors je finis avec donc le booking des Midnight Express qui s'étale sur 81, 82, qui est génial le booking des Midnight Express quand ils arrivent. En fait, ils arrivent à l'équipe à 3. Hein. Donc Randy Rose et Dennis Condrey, qui étaient les Midnight Express originaux de Southeastern, plus Norvell Austin, qui était le John Card Dog, hein, noir du territoire, qui va arrêter de se faire appeler une John Card Dog, puisqu'il y a un autre John Card Dog dans la lutte US à l'époque. Et en fait, ils sont bookés comme une grosse menace, donc des très bons lutteurs par équipe. Alors ils ne sont pas beaucoup plus forts fondamentalement en one-on-one que les autres, mais ils collaborent bien, ils arrivent bien à tricher dans l'eau de l'arbitre et tout ça. Et en fait, là où j'ai trouvé le booking très cool, c'est qu'ils ont un match notamment, alors je ne sais plus contre qui c'est, je crois que c'est contre Ricky Morton et Eddie Gilbert, ou je ne sais plus qui c'est avec Eddie Gilbert, en tout cas il y a Eddie Gilbert dans le match. Et donc au début c'est accroché, ça se tient, c'est très serré entre les deux équipes, et puis à un moment donné, Eddie Gilbert se retrouve à l'extérieur et Norvell Austin, qui n'est pas dans le match, hein, les deux officiels Midnight Express dans le match
sur celui-là, hein, c'est Randy Rose et Dennis Condrey. Sur d'autres matchs, ça sera Ron Norvel Austin et ils tournent à 3. Et d'ailleurs, ils défendront les titres à 3, hein, comme ça sera le cas pour Demolition ou d'autres équipes, les Freebirds. Même si c'est, mettons, Randy Rose et Dennis Condrey qui gagnent les titres par équipe, Norvel Austin pourra être assigné pour défendre le titre à la place de Randy Rose dans un match par équipe. On a souvent appelé ça la Freebirds Rules, puisque c'est eux qui vont populariser ce système de défense de titre, mais en réalité, ça existait déjà avec l'Eliminate Express. Et donc, oui, à un moment donné, Eddie Gilbert se retrouve à l'extérieur du ring, mais Norvel Austin, qui n'était pas officiellement dans le match, l'attaque et le projette dans le poteau. Eddie Gilbert se met à saigner. On le ramène dans le ring, et là, les deux officiellement dans le match, donc Randy Rose et Dennis Condrey, malmènent Eddie Gilbert, mais tentent pas de le tomber. Et c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, ils le malmènent, ils le défoncent, ils ont l'air forts, ils ont l'air puissants, habiles à faire des double team moves, etc. Et tu commences à te dire, merde, mais ils tentent pas de le tomber, ils essaient pas de gagner le match, ils veulent juste détruire un petit babyface comme ça. Et du coup, si bien qu'il y a le père de Gilbert qui arrive et qui jette une serviette, donc il jette l'éponge. En français, on dit jeter l'éponge, mais en anglais, on dit throw in the towel, donc la serviette. Signal, ça veut dire j'abandonne pour mon fils. Et donc le match se termine. Et il continue moitié à le malmener, puis après il se retire en dehors du ring. Et Tommy Gilbert, donc le père de Eddie Gilbert, qui est un ancien lutteur un peu populaire du territoire, fait une promo du style c'est quoi ces mecs là qui viennent d'arriver, c'est pas des compétiteurs, etc. Et Norvel Austin, j'ai oublié de préciser un truc, il est hyper agaçant Norvel Austin parce qu'il a toujours un sifflet, comme Bill Alfonso à la ICW. Il est tout le temps en train de faire et il te casse les couilles pendant les matchs. Mais là, pendant la promo de Tommy Gilbert, où il est en train de dire c'est quoi ces mecs et tout, on veut pas de ça chez nous, des espèces de branleurs qui veulent juste casser des têtes, qui cherchent pas à gagner des matchs. S'ils avaient le match gagné, qu'ils gagnent et tout, il n'y a pas de problème. Donc déjà, il avoue que les gars sont forts. Et pendant qu'il fait cette promo, t'as l'autre en face qui est là, qui est et tout comme ça, mais il est hyper énervant. Et puis à un moment donné, il commence à s'énerver, Tommy Gilbert, contre Norvel Austin, et directement. Et tu dis, non mais il faut qu'il ferme sa gueule, parce qu'ils sont 3 contre 1, il va se faire défoncer le vieux. Et en fait, tout de suite, t'as posé quoi? T'as posé qu'ils sont détestables, qui sont pas du tout dans l'esprit compétiteur et tout ça, donc pas du tout dans l'esprit du sport, et qui sont forts. Tout ça en très rapidement, et je trouve que ça les met en heel hit total dans le territoire. Et après, ils vont un peu niquer plein de faces et tout ça, et les faces vont devoir s'associer malgré leurs dissensions entre eux pour les niquer. Il va y avoir une rivalité entre Dutch Mantel et Jerry Lawler qui va se faire en parallèle de la rivalité avec Eliminate Express, donc c'est vraiment génial le booking là-bas à ce niveau-là. Bon, je vais arrêter de parler du territoire de Memphis, parce que ça fait longtemps que j'y suis, mais voilà, vous avez compris que c'était un territoire qui était cool au niveau in-ring, très bien booké au niveau des storylines, et avant-gardiste et original au niveau des idées, de faire des combats dans des arènes à vide, ou des stand brawls, etc., qui n'avaient pas vraiment de limite, avec un super babyface dans son rôle de babyface, Jerry Lawler. J'en parlerai plus en avant, parce que l'année 82 de Jerry Lawler, elle vaut le détour. Et si vous n'avez pas encore vu, je vous donne des devoirs, puisque je suis un peu prof aussi. Si vous n'avez pas encore vu le film Man on the Moon, je vous recommande Man on the Moon pour l'année 82, puisqu'il y aura tout ce truc avec Andy Kaufman en 82 qui est absolument génial. Et si vous voulez aller regarder ce qui s'est passé en vrai avec Andy Kaufman à Memphis, n'hésitez surtout pas, c'est assez hallucinant à regarder. Voilà, je passe à un autre territoire. Alors, je vais passer à Mid-Atlantic Championship Wrestling, donc le territoire de la Mid-Atlantique, et je vais parler en parallèle du territoire de Georgia Championship Wrestling. Bon, ce sont deux territoires distincts, avec des bookers propres, etc., mais qui ont un roster quasiment en commun, et qui sont liés historiquement de toute façon, puisque sur la mort de la Georgia Championship Wrestling, qui va se faire récupérer son créneau télé par la WWF dans quelques années, ils vont refusionner et devenir la Jim Crockett Promotion. Voilà, donc Mid-Atlantic c'est booké par Jim Crockett et Georgia par Jim Barnett, hein, pour info. Et par exemple, un gars comme Roddy Piper qui est arrivé dans le territoire tout à la fin de l'année 80, il est dans les deux territoires, il est commentateur à la Georgia et lutteur, et il est lutteur majeur à la Mid-Atlantic, etc. Donc on trouve les Andersons dans les deux, Wahoo McDaniel dans les deux, etc. Voilà. Il y a très peu de lutteurs qui sont exclusifs à l'un ou à l'autre, et les quelques-uns sont plutôt des lutteurs de bas de carte, ou il y a une exception quand même, c'est les Freebirds. Savoir Terry Gordy, Michael Hayes à ce moment-là, qui sont exclusifs à Georgia. Mais sinon, voilà, ils ont tendance à tourner un peu dans les deux. Alors je sais pas comment ça se passe contractuellement, mais voilà. C'est voisin géographiquement. Alors ce que je peux vous dire sur les deux territoires, en plus ils ont un autre truc en commun, c'est qu'ils ont 2 shows télé qui sont dispo. C'est facile de trouver leurs shows télé de l'époque. D'ailleurs ils doivent être sur le network. Mais ce sont des shows télé devant des toutes petites foules. Regardez un peu. J'espère que l'image s'affiche à ce moment-là. Où il y a très peu de gros matchs, et quand il y en a, c'est assez court. Ceci dit, alors ce ne sera pas trop le cas en 81. En 82, j'ai quand même vu quelques très bons matchs. Donc voilà. En 81, le meilleur match que je peux vous recommander, c'est 2 territoires.
Alors, on va en faire un chacun. Pour Mid-Atlantic, ce sera un match entre Roddy Piper et Jay Youngblood qui dure 10 minutes. Ça finit en time limit draw de 10 minutes. Vous pourrez voir la qualité de Piper in-ring, parce qu'il est souvent considéré comme juste un mec qui est bon au micro, mais qui n'était pas bon dans le ring, c'est pas vrai. C'est un très bon worker in-ring, et on peut le voir dans ce match. Voilà, alors c'est le meilleur match qu'ils ont de l'année, parce qu'on n'a pas les matchs dans les grosses arénas, un peu comme ce que je vous ai dit pour Southeastern, et ce sera le cas, et je ne vais pas le répéter à chaque fois pour beaucoup de territoires pendant très longtemps, où les shows télé cherchent à faire la promotion de la pub pour la fédération ou quoi, pour le territoire, pour que les gens viennent voir le house show, puisque c'est territorial, donc c'est pas loin de chez toi, dans tous les cas. Il n'y a pas de territoire, il n'y a que la AWA qui a un territoire très étendu, les autres c'est jamais très loin, à un moment donné. Donc tu viens voir. Si tu trouves ça bien et tu veux voir, bah tu payes. Voilà, en gros. Les pay-per-view vont changer la donne à ce niveau-là. Donc ça, c'est un match que je vous recommande, qui est assez cool. Jay Youngblood, c'est un jeune lutteur qui avait que 2-3 ans d'expérience à ce moment-là, mais qui était vraiment pas mal. Un peu dans le côté, un peu le Tatanka de l'époque, si vous voulez, le côté natif américain, qui a des origines indiennes, comme on dit, indien d'Amérique, et qui joue un peu là-dessus et tout ça. Il y en a pas mal dans le territoire de la Mid-Atlantique d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il y avait Wahoo McDaniel, bien sûr, qui n'a pas du tout d'origine d'ailleurs amérindienne, mais qui jouait ce personnage-là. Et puis, à la Georgia, je vous recommande un match entre Ted DiBiase et Steve O contre Terry Gordy et Jimmy Snuka. C'est un tag match qui est assez fun, auquel je mets quand même 3,5. C'est quand même pas mal, malgré un finish un peu bizarre où Michael Hayes attaque Terry Gordy. Donc les Freebirds n'existent pas à l'époque. Michael Hayes est babyface, Terry Gordy est un gros heel. D'ailleurs, j'adore Terry Gordy en heel, il est génial. Au micro, je le connaissais pas très bien. Il y a un segment où il se fait arracher sa veste de costard. Et par Michael Hayes, il y a une altercation. Et il fait une promo, et il regarde, il dit je suis venu juste faire une interview, regardez ce qu'il me fait, ce gros connard. Et il s'énerve comme ça, il a l'air d'un espèce d'abruti bully. Je sais jamais comment traduire bully en anglais, vous savez. Un mec qui est plus grand, plus costaud et qui maltraite tout le monde, là, qui martyrise un peu tout le monde. Et voilà, il est vraiment super au micro. Michael Hayes est un des meilleurs promo guys de tous les temps, un peu oublié d'ailleurs, parfois dans les listes des meilleurs promo guys, avec une voix assez mémorable. Mais voilà, malgré la fin, c'est un match que j'ai trouvé vraiment bien. Grosse performance de Gordy et DiBiase, qui sont deux super workers. Terry Gordy, un des meilleurs workers des années 80, je pense. Quand j'aurai fini la décennie, je vous ferai un bilan des meilleurs workers, mais je pense que vous allez entendre souvent parler de Terry Gordy. Voilà, donc j'ai pas des gros trucs à raconter sur les territoires, hormis qu'il y avait une grosse rivalité entre Michael Hayes et Terry Gordy, qui fait qu'à un moment donné, Michael Hayes a besoin d'un partenaire parce que Gordy est en équipe avec Snuka, et Michael Hayes trouve comme partenaire André the Giant. Donc là, tu te dis attention, ça va déboîter, on n'a pas le match. Et sinon, à la Mid-Atlantique, il y a quand même 2-3 trucs que je voulais signaler. Il y a une grosse rivalité entre Ric Flair et Roddy Piper. Ric Flair est champion US au début de l'année. Il faut qu'il droppe le titre de champion US pour devenir champion NWA. Donc il y a une grosse rivalité durant laquelle Piper va devenir champion US. Et en fait, il y a un segment que j'ai adoré, vous imaginez la qualité au micro des deux, où donc Ric Flair vient de perdre le titre US, Piper arrive avec le titre US, là il se la pète. Piper est heel, hein, attention, Ric Flair est babyface, Piper est heel. Et Piper donc se la joue, etc. Et il dit j'ai un petit cadeau pour Ric Flair s'il veut bien venir. Il a ça dans une mallette. Donc Ric Flair arrive, et il lui pose la mallette, il lui dit vas-y ouvre mon cadeau. Alors Ric Flair ouvre, mais il a l'air dépité Ric Flair, hein. Il est là, il ouvre la mallette et c'est le titre de champion TV, parce que Piper était ancien champion TV avant de devenir champion US, et il dit si tu veux je te donne ce titre là, maintenant moi je suis champion US. Et donc Ric Flair dit non mais t'es vraiment qu'un connard, tu sais ce que ce titre signifie, tous les gars qui ont été champions, ça permet de passer à la télé, etc. Je vais pas accepter le titre, mais ça prouve que t'es vraiment qu'un connard. Mais je savais déjà que t'étais un connard, de toute façon. Et tu sais, moi j'ai été champion US depuis longtemps, et j'ai gagné beaucoup d'argent. Il commence à raconter des trucs sur son costard qui coûte plus cher que le kilt de Piper, etc. Enfin bref. Et à un moment donné, il dit eh ben cet argent, je vais l'utiliser pour acheter du temps d'antenne. J'achète du temps d'antenne, ici, pour pouvoir montrer aux fans comment tu m'as battu. Et donc il achète du temps d'antenne pour commenter la fin du match entre les deux. On n'a pas le match en entier, mais on a la fin du coup. Commenté par Ric Flair, où en gros on voit que Piper a triché, il a utilisé un brass knuckle, donc un coup de poing américain pour le battre, etc. Donc, ce segment est génial parce que tu vois, il y a une espèce de guerre psychologique, et quand Piper apprend que Ric Flair a acheté du temps d'antenne, il se dit pourquoi, puis après il commence à comprendre, et puis il flippe moitié. Et tout ça, et donc après qu'on ait la diffusion de la fin du match, tu reviens sur l'image de la tête de Piper qui joue à fond, le mec qui est tout d'un coup, qui a un peu honte et tout. C'est vraiment bien. Bon, après, on n'a pas les matchs en entier, ça devait être des super matchs, mais la hit, on la ressent quand même, et les segments sont là. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis alors, un dernier truc sur le côté... Ah oui, alors quand Ric Flair devient champion NWA, du coup, on le voit beaucoup moins, je voulais le préciser, et il devient heel. Une fois qu'il est champion NWA, genre, ça lui monte à la tête et il se la pète.
là vous connaissez ce Ric Flair là à mon avis. Et un dernier truc, il y a les débuts, ou plus ou moins, en tout cas dans le territoire, de Jake the Snake Roberts. Alors d'abord, une première chose, il se fait bien appeler Jake the Snake, malgré qu'il ait rien à voir avec un serpent. Il n'a pas de serpent avec lui, il n'a pas un costume qui évoque un serpent ou quoi que ce soit. C'est un surnom qu'il a parce que il a un côté peut-être un peu snake ou quelque chose. C'est un babyface. Voilà. Et en fait, je me suis. Alors, in-ring, il est correct. Il n'a jamais été génial en in-ring de toute façon, Jake the Snake, mais il est correct. Mais surtout, j'étais curieux de voir comment il allait être au micro, parce que c'est quand même le gros talent de Jake the Snake, c'est le micro. Et il est énormissime au micro, c'est ouf. Il est déjà génial. Pour moi, c'est peut-être le meilleur au micro tous les temps, sincèrement. Il fait une promo à un moment donné, c'est un exemple, hein. Il y en a d'autres, où il décrit son ressenti dans un match qu'il a eu avec Ole Anderson et je sais plus comment s'appelle son partenaire. C'est pas Gene Anderson, normalement ça devait pas être Gene Anderson justement. Et il dit, donc, à un moment donné dans le match, j'attrape le partenaire de. Il est masqué, le partenaire de Anderson. Et tout d'un coup, j'en prends une dans la tête et je comprends que c'est pas la même personne parce que le coup de poing était plus puissant. Et j'étais KO au sol à ce moment-là. Et je voulais me relever, mais j'avais pas la force. Et commence à te raconter comme ça ce qu'il ressentait et tout ça. T'es pris dans le. Peut-être t'es absorbé dans ce qu'il raconte. C'est juste une promo, hein, il n'y a pas d'image. Il est juste en train de parler. Et t'es absorbé par son truc. Il dit j'étais gelé au sol, je voulais me relever, mais j'avais pas la force, j'étais trop sonné. Et là, j'entends une voix. Je crois que c'est Ole Anderson qui dit get him et tout, donc il raconte, il dit get him et tout. Je me dis merde, ça va me tomber dessus, il faut que je me relève, mais j'ai pas la force et tout. Et puis au bout de quelques secondes, je comprends que je prends pas de coup et que c'est donc mon partenaire qu'ils ont dû attraper. Et là, j'ai la rage et j'arrive à me relever, mais c'est trop dur et tout ça. Il te raconte ça, mais t'es absorbé, tu te dis mais waouh. Et il te fait une promo comme ça, et pourtant il est tout jeune, hein. Je sais pas quel âge il a, combien d'années d'expérience il a tout jeune. Et il a cette qualité de promo où il t'absorbe en fait. Il t'est complètement pris par ce qu'il raconte, comme t'es pris par un bouquin, vous savez, où on oublie, on fait abstraction de ce qu'il y a autour de nous. C'est exactement la même chose. Et ça, il va en faire toute sa carrière. Donc, ça, pour moi, c'est un autre niveau que les promos, par exemple, je veux pas jeter la pierre à The Rock, mais les promos de The Rock, c'est fun. Mais ça t'absorbe pas, ça alimente pas la hit que t'as sur les heels ou l'envie de voir un match en particulier. C'est juste fun en soi, c'est rigolo, quoi. Là, ça te donne extrêmement envie d'encourager Jake the Snake. Ça te fait détester l'adversaire, ça te fait comprendre la psychologie des matchs, ça fait tellement de trucs en fait. Au-delà du fait que c'est cool en soi. Hein. Voilà. Donc c'était juste un petit passage comme ça pour vous parler de Jake the Snake qui fait ses débuts. J'ai pas de bon match avec Jake the Snake pour l'instant, ça viendra ensuite. Mais voilà, un petit peu pour Mid-Atlantic et Georgia, ce que je peux vous dire, ce sont des territoires où on n'a pas beaucoup de top matchs, il y a quelques matchs sympas. Mais au micro, il y a du niveau, et au niveau des storylines et tout ça, c'est cool. Mais il faudra attendre quelques années avant de voir les top matchs de ce territoire. Et quand ce sera le cas, ça va être excellent. Ça sera notamment à partir de 83 avec Starrcade. Mais j'en reparlerai. Je passe à un autre territoire. Alors maintenant, je vais vous parler du Texas, et pas de la World Class. Il y a plusieurs territoires dans le Texas. Il y a Amarillo, c'est le territoire de la famille Funk, on n'a pas d'image. C'est plus un centre de formation qu'autre chose quasiment. Le territoire de développement, si vous voulez. Il y a la World Class, on a très peu d'images en 81. Donc je vous en parlerai à partir de 82. Et il y a la Southwest Championship Wrestling, donc c'est San Antonio, booké par Joe Blanchard, et Houston. En fait, je vais parler des deux en même temps parce que Houston, c'est pas un vrai territoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un roster propre, c'est juste un promoteur, Paul Bush, qui récupère des talents des autres territoires voisins, en particulier de Southwest. Donc il y a beaucoup de lutteurs de Southwest qui vont aller lutter à Houston, et donc il y a beaucoup de gros matchs, des gros storylines de Southwest qui auront lieu à Houston. Donc en fait c'est plutôt cool parce que pour une fois on a un territoire où on a le show télé de Southwest et on a pas mal de gros matchs annoncés dans le show télé qui ont lieu à Houston qu'on peut voir. Donc ça c'est vraiment cool. Alors pour parler un peu de Southwest, un petit truc assez original dans le territoire, c'est que on a des commentateurs en anglais et en espagnol dans la salle. Alors maintenant c'est commun d'avoir la table des Mexicains et compagnie, mais à l'époque c'était le seul territoire qui avait ça a priori. Et quand un gars fait une promo, il fait d'abord la promo en anglais et après il va la faire en espagnol. Alors on n'a pas la promo en espagnol, non, moi j'ai les shows en anglais, hein, voilà. Mais je suppose qu'il s'était diffusé au Mexique ou peut-être sur une chaîne espagnole diffusée à San Antonio parce qu'il y a une grosse communauté hispanique dans ce coin des États-Unis ou quelque chose. Mais en tout cas c'est assez intéressant, une petite anecdote comme ça. Et du coup il y a des lutteurs qui font des promos en anglais et en espagnol. Les gars qui parlent les deux langues sont avantagés dans le territoire entre guillemets, notamment Tito Santana ou Manny Fernandez, j'ai noté, ou José Lotario aussi. Vous connaissez peut-être José Lotario parce qu'il a formé Shawn Michaels et qu'il a managé pendant un an ou un peu moins à Shawn Michaels en 96. Voilà, qui luttait à l'époque. Il n'était pas un mauvais lutteur, en plus brawler d'ailleurs, en passant. Voilà, donc il y a beaucoup de Mexicains qui viennent lutter dans le territoire aussi.
Et puis, ils arrivent à récupérer, notamment par le biais de Paul Bush, qui était un représentant important et très respecté de la NWA. Ils arrivent à récupérer des gros noms, notamment Nick Bockwinkel, Bruiser Brody, Dory Funk Jr. sur cette année-là, Wahoo McDaniel, etc. Alors, qui sont les stars locales? Parce que si on prend les stars des gars des autres territoires qui récupèrent, ça ne veut rien dire. Les deux gros stars du coin, enfin les deux gars qui pour moi sont les plus intéressants du coin, on va dire, c'est Tully Blanchard et Gino Hernandez. Ils forment une équipe ensemble. Alors Tully Blanchard, c'est le fils de Joe Blanchard, donc peut-être qu'il est un peu avantagé, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un très bon worker. Et Gino Hernandez, qui est un jeune lutteur, qui rappelle un peu Shawn Michaels à ses débuts, je trouve. Ah bon, c'est peut-être un peu perso. En tout cas, ils forment une équipe qui s'appelle le Dynamic Duo, qui aurait dû être géniale. Mais le problème, c'est que dans le coin, je trouve que c'est trop. Les heels sont faibles et ils trichent, et les faces sont hyper forts mais se font avoir comme des bleus. Voilà. C'est trop comme ça comment dire, le produit, et ça m'empêche d'avoir beaucoup de top matchs. Je l'ai déjà dit pour 1980. Pour 1980. En 81, il y a quand même un peu plus de bons matchs. Il y a un autre lutteur qui est poussé à mort, et je vais vous expliquer un peu comment. C'est Tito Santana dans le territoire. Pour vous donner un exemple de comment il est poussé, c'est assez rigolo. Paul Bush fait une promotion. Il dit la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne sais plus combien de temps, on aura Tito Santana qui va défier Nick Bockwinkel, le champion du monde. Alors tiens, en passant, on peut noter que Nick Bockwinkel est considéré comme un champion du monde au même titre que le champion NWA, alors qu'il est simplement champion d'un autre territoire, la AWA. Bon, petite parenthèse, j'en reparlerai quand je parlerai de la AWA. Et donc, Tito va défier Nick Bockwinkel, ramener des pancartes pour encourager Tito. Si vous ramenez une pancarte qui encourage Tito Santana, nous vous donnerons un cadeau. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, mais il donnera un cadeau. Je ne sais pas ce que c'était que le cadeau. Ne me demandez pas. Mais c'est marrant parce qu'il demande aux gens de ramener des signs, des pancartes pour encourager Tito. Il demande aux gens, il demande explicitement, il dit encourager Tito. C'est un gars qui habite à Mission, Texas, donc c'est pas loin d'ici, je ne sais pas où c'est. Et on voudrait qu'un local batte un champion du monde, devienne champion du monde ou quelque chose. Et c'est assez rigolo comment ils le font de façon complètement explicite. On ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. Tu vas à Raw aujourd'hui, tu demandes aux gens encourager Roman Reigns, tu vas se faire siffler encore plus. Donc voilà, donc c'est assez rigolo. D'ailleurs, le match entre Tito Santana et Nick Bockwinkel est super bon. Très très prenant comme ça au niveau tactique, avec les headlocks, le travail sur les différentes parties du corps. Ils arrivent à rendre intéressant même des trucs que d'habitude je trouve nuls, notamment les tests of strength. C'est quand les mecs sont avec les deux mains comme ça, et puis ils sont là, je suis plus puissant, machin. Enfin, je le fais pas bien, évidemment, tout seul c'est compliqué. Mais même à deux, j'y arriverai pas à mon avis, de toute façon. Mais voilà, ils font un bon boulot, les commentaires sont super, le travail sur la caméra est très bon aussi pour aller avec ce que les commentaires disent là-dessus. En fait, c'est un bon match à regarder pour voir ce que je raconte sur le fait que la manière dont c'est fait, c'est pas du tout la même logique que maintenant. Ils essayent de rendre intéressant des trucs. Un headlock aujourd'hui, c'est un rest hold. On se dit, ouais, il n'y a pas de move, c'est un rest. À l'époque, un headlock, c'est une situation où un mec domine et l'autre, faut qu'il sorte. Et ils rendent ça intéressant. Et donc, c'est vraiment prenant. Alors qu'on n'a pas plein de top moves. Après, je pensais qu'ils feraient mieux. C'est un match que je m'arrête à 3-3 quarts, donc c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Ils auront un match que je trouve encore meilleur à la AWA en 82, je vous en reparlerai. Voilà, un petit peu pour ça. Et puis un autre match que j'ai bien aimé avec les Dynamic Duo, donc Tully Blanchard et Gino Hernandez. Pardon, bah non, il n'y a que Tully Blanchard, pardon, c'est Tully Blanchard tout seul contre Tiger Conway Jr. Tiger Conway Jr., c'est un petit lutteur noir local du coin qui est pas mal. C'est un autre bon match du territoire que je vous recommande, qui a eu lieu le 9 janvier au début de l'année pour un titre de poids léger que j'ai à 3,5, où c'est assez vif. Et vous verrez peut-être en regardant ça que c'est pas que du headlock et des clés de bras aussi. Hein. Ça bouge, hein, ça court dans les cordes, ça se projette dans les cordes, ça fait des moves de la troisième corde aussi hein, à l'époque. Faut pas caricaturer le début des années 80 comme la lutte des années 60-70. Hein. Ça bouge pas mal. Alors trois autres trucs aussi dont je voulais parler. Alors concernant le Tully Blanchard et le carton de voix, je voulais juste préciser que il y a des éléments du booking qui sont un peu faibles et c'est pour ça que je lui mets pas une super note 3,5. Maintenant ça a l'air vif et accroché quand même, donc il y a pas mal de choses que j'aime bien dedans. Voilà, deux autres trucs que je voulais préciser. La première fois que j'entends un lutteur rentrer avec une musique d'entrée en dehors de Macho Man à la ICW de son père Pofo, je vous en parlerai pas de la ICW dans cette vidéo, c'est à Houston, c'est le Junkyard Dog qui rentre avec Another One Bites the Dust de Queen, vous connaissez le morceau, et j'ai remarqué qu'il rentrait avec ses musiques d'entrée quel que soit le territoire où il luttait. Donc en fait, je me demande si les musiques d'entrée n'ont pas inventées par des promoteurs, mais par des lutteurs qui disent « Moi, je veux qu'il y ait cette musique quand j'arrive. » Voilà. Et je me demande si Junkyard Dog n'a pas contribué à ce niveau-là. Parce que c'est un des premiers à qui il y a une musique d'entrée.
Je vous en parlerai plus en avant. Il commence à y avoir beaucoup plus de musique d'entrée à partir de 1982. Donc vous verrez en 82, je vous en parlerai beaucoup plus de ça. C'est l'histoire de musique d'entrée. Et un autre truc que j'ai trouvé marrant, c'est que les fans dans le sud sont assez chauds et ils jettent des détritus quand ils sont pas contents. Et donc régulièrement, quand on veut regarder le territoire de Houston, tu as le speaker du Coliseum, Sam Houston Coliseum il s'appelle, qui dit ne jetez rien dans le Coliseum. Il dit do not throw anything inside the Coliseum. Et il répète ça plusieurs fois. Et les gens en jettent quand même des trucs parce qu'ils sont pas contents. Sinon, il y a 2-3 autres trucs dont je voulais vous parler. J'ai vu les débuts de Terry Allen. Terry Allen, c'est le futur Magnum TA qui fait ses débuts dans le territoire. Il y a un match contre Kelly Kininsky qui est pas mal. Bon, il est encore green, mais on sent que ce qui est bien avec les mecs qui sont green à l'époque, c'est qu'ils essayent d'être bons sur les fondamentaux. Les fondamentaux pour les gars de l'époque, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est d'essayer de savoir travailler un headlock, d'avoir une structure de match qui est cohérente avec une clé de bras, un headlock, un truc, et qu'on comprenne que les gars travaillent autour. Alors travailler autour, ça veut dire tu fais un headlock, l'autre essaye de sortir, il réussit une sortie, pouf, il est repris. Ou il réussit une sortie, il tente de reprendre l'avantage d'une façon, clac, il est repris. Vous savez, ce genre de match où tu as un headlock, une séquence qui dure 30 secondes, pouf, il est repris dans le headlock, on reste 30 secondes, une minute dans le headlock, on récupère un peu, pouf, on refait une séquence. Et ils font beaucoup de matchs comme ça, les jeunes, à l'époque, ils essayent d'être bons sur cette structure très simple. Et il y a beaucoup de matchs plus connus ensuite. Je sais que le British Bulldog, Shawn Michaels de King of the Ring 96 est sur cette structure-là, par exemple. On essaye d'avoir des bons fondamentaux dans ce match. C'est assez étonnant parce que c'est un main event de WWE dans les années 90, 96. Mais on retrouve ça. Donc il y a pas le match Bret Hart fait ça aussi beaucoup, etc. Donc, voilà. Donc j'ai bien aimé Terry Allen qui est déjà bon et surtout charismatique. Grosse shape et tout. Et puis il y a un match qui est assez cool aussi entre Dory Funk Jr. et Billy Robinson. Sur le papier, c'est un dream match pour les fans de catch wrestling et catch style. C'est un peu décevant quand même. Il est un peu court. Ça reste assez simple, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup ce style. Donc après, je suis pas mal client. Je pense que s'ils avaient pu avoir un 2 out of 3 falls d'une heure ensemble, ils auraient fait une tuerie. Là, ils ont un petit match d'un petit quart d'heure tranquille. Mais voilà, ils sont bien dans la logique de tout ça. Ils ont des skills évidemment dans le grappling très très fortes. C'est très solide, c'est pas un classique. Je le mets à 3,5. Je vous le recommande si vous aimez ce style-là aussi. Très différent de ce que Tully Blanchard et Terry Conway Jr. faisaient. Donc, on voit que dans un même territoire, on peut avoir des choses très différentes. Mais si c'est fait de façon crédible, on accepte les deux qui cohabitent sans problème. Voilà, c'est tout pour ce territoire de Houston, qui est un territoire pour lequel j'ai beaucoup d'images de top match, mais qui a un produit qui me plaît que moyennement. Et c'est dommage. Mais il y a pas mal de trucs sympas quand même. Voilà. Alors, je passe maintenant à la AWA que j'ai abordé un tout petit peu en parlant de Nick Bockwinkel contre Tito Santana là à l'instant. Effectivement, Nick Bockwinkel, je vais commencer comme ça, il est considéré comme un champion du monde poids lourd. Je ne me rendais pas forcément compte de ça, je pensais qu'il y avait le champion NWA qui était considéré comme le champion du monde poids lourd, et puis les autres c'était des champions territoriaux, de chacun de sa petite promotion. C'est vrai, sauf pour le champion AWA, donc champion de la American Wrestling Association, Nick Bockwinkel à ce moment-là, qui était considéré comme un champion du monde, tout comme le champion NWA. C'est étonnant, je ne pensais pas. Et quand il arrive quelque part et qu'il défend son titre en dehors du territoire de la AWA, parce qu'il le fait souvent, pour les lutteurs, c'est une chance au titre de champion du monde poids lourd. C'est étonnant. Je ne me rendais pas compte de ça. Et d'ailleurs, ça me fait me dire que la AWA aurait vraiment dû, c'est incroyable quand on y réfléchit, la AWA devrait être la fédération qui est aujourd'hui la seule survivante de cette époque de territoire. On ne devrait pas être en train de regarder la WWE aujourd'hui, on devrait être en train de regarder la AWA. Vraiment. Parce qu'ils avaient un territoire hyper vaste, ils avaient cette aura de plus gros prestige que les autres territoires, notamment à travers ce que je viens de dire sur le titre de champion du monde poids lourd. Et ils avaient un roster et tout ce qu'il fallait. Ils avaient donc des très bons lutteurs comme Nick Bockwinkel, mais plein d'autres. Hein. Jerry Blackwell, qui est un super heavyweight. Adrian Adonis, ils avaient des talkers comme Jesse Ventura. Ils avaient Billy Robinson. Voilà, et après, ils ont récupéré des gars comme Hogan, comme Martel, etc. Enfin, bref, j'en reparlerai. Et ils avaient un promoteur, Vern Gagne, qui était très respecté et qui était populaire s'il faisait des apparitions à l'écran. Ça, il faut le noter. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient Bobby Heenan en manager, ils avaient Gene Okerlund en commentateur et intervieweur, etc. Enfin, voilà, ils avaient vraiment plein de trucs pour eux. Donc voilà, c'est un territoire que je trouve très intéressant, personnellement. J'aime bien le style là-bas. Les heels sont pas bookés comme trop faibles. C'est assez équilibré. Et ils aiment bien plutôt mettre le face jusqu'à Hogan. Ça va être l'exception. Un peu en mode face en péril qui doit s'employer pour revenir, soit avec les tripes en brawling, soit avec ses skills en technique, soit avec son high fly, avec notamment quelques jeunes, notamment la tag team High Flyers, donc c'est Greg Gagne et Jim Brunzel, qui
qui est une très bonne équipe, peut-être la meilleure équipe de l'époque, probablement même la meilleure équipe de l'époque. Alors je vais commencer avec eux, il y a eu plusieurs bons matchs avec les High Flyers, je vous recommande notamment le match contre Big John Studd et Jerry Blackwell. Big John Studd c'est un big man et Jerry Blackwell c'est un très big man, un super heavyweight. Jerry Blackwell, Crusher Blackwell c'est la même personne. C'est un gars qui gagne vraiment à être connu, c'est le Bam Bam Bigelow de l'époque, en gros, ou le Vader de l'époque si vous voulez, c'est le gros gabarit qui fait des dropkicks, qui fait des splashs de la troisième corde, qui prend des bumps, etc., qui bouge, qui est vraiment cool, et qui se sert de son gabarit pour donner l'impression qu'il est plus dangereux que les autres, qui fait des splashs dans le coin, vous voyez. Donc c'est vraiment ce genre de lutteur-là, mais vraiment très très mobile et capable de prendre des bumps et de courir partout et tout ça, hein, vraiment cool. Voilà, et les High Flyers, donc ils ont ce côté, alors c'est pas le high fly de folie, hein, c'est pas Rey Mysterio, hein, faut se calmer, hein. Ils font des dropkicks, ils font quelques moves de la troisième corde, ils font des double team moves, mais c'est surtout des petits lutteurs qui doivent être plus malins et plus vifs et prendre plus de risques pour s'en sortir, et ça fonctionne super bien auprès du public. C'est une dynamique qui va être utilisée avec plein d'autres équipes plus tard, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Quand vous avez deux gars qui ont des skills de high fly, on a tendance à les mettre babyface parce que c'est une bonne dynamique sur le public. Le gros monstre hyper bodybuildé que tu viens déjouer en étant plus rapide, plus habile, c'est David contre Goliath, hein, ça marche toujours ça. Alors ça marchera jusqu'à Hogan en tout cas, qui sera exactement le contraire. Mais voilà, en tout cas ce sont des bons matchs, et ça c'est un bon match, Big Johnson, Jake Blackwell contre les High Flyers le 20 février 81. Et sinon il y a la East-West Connection contre les High Flyers. East-West Connection, c'est une équipe qui va être récupérée à la WWF, que vous connaissez peut-être, c'est Jesse Ventura et Adrian Adonis. Alors Jesse Ventura il est génial au micro, Adonis il est extraordinaire in-ring, c'est un lutteur vraiment super. En 82 j'ai vu des matchs de lui en one-on-one avec Backlund, waouh, super, j'en reparlerai en 82. Et là aussi c'est très très fun, très bon en termes de work rate, ça faut le dire, c'est pas le cas de beaucoup de matchs à l'époque, c'est pas là-dessus qu'ils appuient d'habitude. Mais je veux dire même sur des standards actuels, hein, en work rate, c'est ça qui est étonnant, vous pouvez jeter un oeil là-dessus. Mais il y a quand même une tentative de chercher du drama et de jouer par le selling pour créer quelque chose. Et donc ça fonctionne bien. Après, c'est pas oufissime, il y a des maladresses, notamment le finish de ce match-là du 1er mars, East-West Connection contre les Flyers, que je trouve pas hyper satisfaisant. Mais voilà, un ensemble vraiment solide avec passage super fort. J'avais presque envie de lui mettre 3 quarts, je suis resté à 3,5. Parce que c'est vrai que dans une constellation de trucs un peu moyens, j'ai peut-être tendance à mettre 3 quarts plus facilement, il faut que je fasse attention, que mes notes restent à peu près cohérentes, on va dire, histoire de. Et puis sinon, on voit Billy Robinson dans le territoire. Alors moi, je suis un gros fan de Billy Robinson. J'aime beaucoup le catch as catch can style et le catch wrestling européen. Billy Robinson, ça reste peut-être le meilleur de ce style. À mon avis, avec Terry Reg. Pour moi, c'est les deux meilleurs. Terry Reg et Billy Robinson sur ce que j'ai vu. Voilà. Et donc, il y a un match Billy Robinson contre Jerry Blackwell. Il faut savoir que Robinson est un babyface. C'est pas forcément évident. Moi, je le perçois toujours un peu comme un heel, Billy Robinson. Voilà. Donc, contre Jerry Blackwell, c'est plutôt cool. C'est celui que je préfère. Il y en a un contre Bockwinkel. Billy Robinson, Bockwinkel, sur le papier, tu dis waouh et tout. Et en fait, c'est raté. C'est dommage. Bon, ça fait un tout petit 3,5. En fait, le problème, c'est que Billy Robinson ne vend pas la blessure comme il devrait. À un moment donné, il vend le fait qu'il est hyper blessé à l'épaule. Et quand il fait son comeback, il fait des moves avec son épaule, notamment un neck breaker, typiquement le move qui fait un impact sur l'épaule, que je trouve dommage. Et ça m'a fait sortir du truc. En fait, alors que j'étais pris dans une espèce de dramaturgie autour du fait que Billy Robinson est blessé, comment il va faire, machin. Et j'attendais de voir comment il allait faire, et finalement, il arrête. Il arrête de vendre. Et quand c'est ça la solution, tu dis ouais, ok. Voilà, mais bon, ça reste un territoire vraiment cool. On a assez peu d'images en 81. Ceci dit, voilà, il y a quand même quelques bons matchs que je vous recommande. Et puis alors, il y a Bobby Heenan au micro. Bobby Heenan qui est déjà génial au micro avec Nick Bockwinkel. Ils forment un duo de connards absolument génial. Et d'ailleurs, je me rends compte comment Nick Bockwinkel a énormément influencé Chris Jericho. On va dire Chris Jericho heel récent, quand il est en costard et qu'il est très dédaigneux et qu'il prend les autres de haut. Ça ressemble beaucoup à Nick Bockwinkel. Et d'ailleurs, la AWA était diffusée à Winnipeg, parce qu'ils avaient un territoire qui était très 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 vaste et qui était à cheval sur les États-Unis et le Canada. Ils étaient diffusés à Winnipeg, et je pense que Jericho a grandi en regardant la AWA et en voyant Nick Bockwinkel notamment, et je pense qu'il s'en inspire pour lui-même. Et ce n'est pas un reproche que je lui fais, il a raison de s'inspirer d'un mec aussi bon. Nick Bockwinkel est un des meilleurs lutteurs de l'époque et un de mes lutteurs préférés de tous les temps, je dis. Voilà, bon, je m'arrête là pour la AWA. Je vous en parlerai de plus en plus en fait au fur et à mesure des années. Je pense que 82, là j'ai pas mal de trucs, notamment le début de la Hulkamania à la AWA. Oui, parce que ça a débuté la AWA, la Hulkamania. Je vous en parlerai en 82, je m'arrête là, je passe au territoire peut-être le plus intéressant. En tout cas, celui qui vous intéressera peut-être le plus, la WWF.
Alors, la WWF, j'ai plein de trucs à dire. Je vais essayer de pas faire trop long non plus. Alors d'abord, ce territoire-là, c'est un de mes préférés pour plusieurs raisons. La première, c'est que le produit est bien. La deuxième, c'est parce qu'on a plein de gros shows. On a les shows hebdo, mais on a les gros shows. Les gros shows en close circuit et tout ça, j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est vrai que c'est leur gros avantage. Et donc, il ne faudra pas croire que la WWF écrase les autres territoires en termes de qualité. C'est juste que ils ont un bon produit, ça c'est clair. Ils ont un bon roster. Mais ils ont surtout les images qu'on n'a pas forcément pour les autres. Si on les avait pour tous les territoires, je suis pas sûr qu'ils seraient aussi plébiscités, enfin, aussi présents dans mon top 20 des meilleurs matchs, tout ça. Voilà. Alors, au niveau des nouveaux venus, je vais commencer comme ça, dans le territoire. Il faut savoir que c'est un territoire où ils ont un roster fixe, avec des gars comme André the Giant, Bob Backlund, José Estrada, j'en sais rien, des gars comme ça, Tony Garia. Donc eux, ils sont là tout le temps. Et ils ont des gars qui viennent faire des piges de 6 mois et qui s'en vont. Et qui reviennent de temps en temps, ou alors c'est d'autres gars qui viennent, etc. Et puis quand ça se passe bien, hop, on les signe pour qu'ils viennent dans le roster fixe. Ça va être le cas de Rick Martel, par exemple. Rick Martel, il arrive en fin de l'année 80, je crois. Il fait toute l'année 80 dans le territoire, il fera toute l'année 82 aussi. Donc il va rester. Mais sinon, les mecs font des piges de quelques mois. Donc voilà, donc dans les nouveaux venus, qui vont faire soit une pige de 6 mois, soit qui vont rester un peu plus longtemps, il y a Don Moraco, quand même lutteur important de l'histoire, puisqu'il va devenir champion intercontinental au moins une fois. Voilà, il le devient d'ailleurs en 81 en battant Pedro Morales et il repère le titre à ce même Pedro Morales tout à la fin de l'année. Il fera une très bonne saison. Vraiment, je connaissais pas bien. Parce que ce qui est marrant quand même à l'époque, c'est que tous ces noms là, Pedro Morales, Don Moraco, j'en sais rien, Nick Bockwinkel, Jerry Blackwell, enfin bon, ou je sais pas, bref. On les connaît plus ou moins, on entend ces noms-là parfois quand on se documente ou quand on écoute des shoots d'interview, tout ça. Mais on ne sait pas, si tu demandes à un fan, comme moi je l'étais il y a encore un an, il est bon ou pas Pedro Morales? En fait, j'en savais trop rien. Je savais qu'il était populaire et tout, mais je saurais pas trop dire s'il était bon ou pas. Quoi. Don Moraco, Pedro Morales, Don Moraco, c'est qui le meilleur? Pour moi, là maintenant, je suis capable de vous dire c'est Don Moraco, mais net. Il est bien meilleur que Pedro Morales. Pour moi, c'est clair. Voilà. Donc c'est assez intéressant à ce titre-là que je vous dise un peu aussi comment je les sens. Après, ça j'ai avec mes goûts. Peut-être que si vous regarderiez, vous ne seriez pas d'accord avec moi, mais voilà. Don Moraco, c'est vraiment un bon worker. Il est bon au micro, il est charismatique. Et surtout, ce que j'aime bien chez lui, c'est que on sent que dans le ring, il est intelligent, il essaye de jouer sur le côté hit et dramaturgie du match. Et ça, c'est le gros point fort du territoire, c'est qu'on sent que c'est là-dessus qu'il joue le plus. Bob Backlund, la star, le champion, il joue beaucoup dessus et tout ça. Et il est bon pour suivre sur ce registre. Alors que Pedro Morales, si je continue, lui, il a tendance à se faire prendre comme une merde. Il tombe un peu dans la caricature John Cena-esque. C'est-à-dire qu'il fait un comeback de babyface à la fin type Superman, qu'on peut admettre. Voilà. Il serre les poings, il serre les dents, machin. Mais moi, je l'admets moins bien, vu comment il se fait prendre. En fait, c'est le genre de mec, il a l'air super fort et tout, puis tout d'un coup, il prend un pauvre truc, un doigt dans les yeux, ça, il est KO. Et là, tu dis non, il faut qu'il se fasse mettre KO par un truc significatif. Voilà. Ça, c'est important. Le moment où le heal va prendre l'avantage, il faut que ça soit significatif. Le plus possible. Ou qu'il bump, ou j'en sais rien, Bret Hart, par exemple, quand il affrontait un heal moyen, il faisait en sorte que son bump allait donner l'impression que, ah oui, d'accord, là je comprends. Il se prenait un truc de porc ou quoi. J'ai encore vu un match récemment où c'était le cas, au début des années 90. C'était contre Ted DiBiase au Madison Square Garden, un time limit draw. Que d'ailleurs, si je refaisais mes vidéos sur 90 ou 91, je sais plus, c'est en 91 ça, sur ces fédérations-là, je le rajouterais dans mon top 20. Il faudrait que j'édite. Bref. Mais voilà, petite parenthèse sur Don Moraco qui était vraiment cool. Alors sinon, dans les mecs qui sont arrivés, il y a un dénommé Chris Canyon. Chris Canyon, c'est le futur King Kong Bundy, qui se faisait pas encore appeler King Kong Bundy, qui était un gros gabarit, qui va partir au Texas devenir King Kong Bundy, et qui reviendra en tant que King Kong Bundy WF, et qui est pas mal. Il a des cheveux à l'époque. Bon voilà, rien de particulier, mais je voulais le signaler. Et ce doit être un rookie à ce moment-là. Il y a Kurt Hennig, donc Mr. Perfect. Kurt Hennig, le père de... merde, j'ai son vieux nom là. Michael McGillicuddy. Non mais heureusement pour lui, il a pu changer de nom, mais bref. Bon, Kurt Hennig, vous connaissez Mr. Perfect, on va pas se prendre la tête. Curtis Axel, voilà, j'avais perdu son nom. Donc c'est son père, et donc il y a son père Larry Hennig aussi qui sévissait avant. Kurt Hennig qui est donc rookie à ce moment-là, tout jeune, qui est pas mal pour un rookie. Pas du tout in shape, pas du tout charismatique. Roux, frisé, tout blanc, tout maigre, c'est un peu compliqué. Mais il est pas mal. Là encore, un peu comme ce que j'ai dit sur Magnum TA, il essaye d'avoir des bons fondamentaux de base d'un match pour structurer. Et ça se passe correctement contre des vétérans
qui sont un peu les vétérans qu'on met contre les jeunes habituellement dans le territoire, notamment José Estrada, je vous en ai parlé pour 1980. Voilà, bon, je vous parler de Kurt Hennig à partir de 82 où il ira à Portland et ça ira un peu mieux pour lui. Et sinon, il y a le retour de Mr. Fuji, qui avait déjà lutté dans les années, 70, qui est cette fois-ci en équipe avec Mr. Saito, donc Masa Saito dont je vous ai parlé pour le territoire de Southeastern, et ensemble, c'est une équipe très importante parce qu'ils vont devenir champions par équipe en battant Rick Martel et Tony Garea dans des séries de matchs assez sympas où notamment Mr. Fuji va souvent gagner, enfin l'équipe des Japonais va souvent gagner avec Mr. Fuji qui jette du sel dans les yeux de Rick Martel. En général, c'est Rick Martel qui se prend le sel, je sais pas pourquoi. Rick Martel qui est génial, d'ailleurs. Quel lutteur à l'époque. Voilà, un petit peu dans les nouveaux venus. Dans les grosses storylines et angles, ah si, non, il y a un autre gars aussi que j'ai découvert dans le territoire, je sais pas s'il était là depuis avant ou quoi, c'est Rick McGraw. Vous connaissez peut-être pas Rick McGraw, moi je le connaissais pas il y a encore quelques mois. Son surnom c'est Quick Draw. Quick Draw Rick McGraw. Je trouve ça c'est cool. Bref. Et donc c'est un petit lutteur babyface qui est vraiment fun à regarder, qui bouge bien. Alors, il est utilisé comme un jobber, donc il n'a pas de top match. Mais il a un match contre Sergeant Slaughter où il est un peu de jobber, mais qui est assez vaillant, hein, qui a quand même des moments où il domine, qui est assez bien en 81. Donc je vous recommande si vous voulez aller voir Sergeant Slaughter contre Rick McGraw. Mais voilà, en tout cas, juste pour vous signaler que je découvre des lutteurs sympas tout le temps. Et donc, oui, au niveau des storylines, je voulais dire, la storyline peut-être qui occupe le plus de temps d'antenne de façon intéressante, enfin ce qui me concerne, c'est André the Giant contre Killer Khan. Il y a une rivalité entre André the Giant et Killer Khan. Alors, Killer Khan, c'est un lutteur japonais, mais qui joue une gimmick de mongol, donc de lutteur provenant de Mongolie. Et donc, à un moment donné, André the Giant devait être opéré à la cheville. Et donc, il va y avoir toute une storyline autour de la blessure à la cheville de André the Giant, contractée par Killer Khan, qui l'attache dans les cordes et qui met des coups de chaise. Donc, André the Giant, après ça, il est en béquille avec un plâtre et tout ça. Et après, il revient et il se venge. Donc, la série de matchs où il se venge, elle n'est pas géniale parce que c'est limite des squash prolongés de 10-15 minutes, où Killer Khan a très peu de moments où il a l'attaque. Mais André est quand même vraiment divertissant dans ses matchs. Et le match qui culmine, c'est un stretcher match où en gros, pour gagner, il faut incapaciter, ça se dit ça? Non, il faut mettre KO son adversaire, on va faire ça, et le mettre sur le stretcher. Donc c'est un, comment on appelle ça? Un stretcher. Hein, merde. Bon bref, un truc pour les soigneurs, pour qu'ils t'emmènent en dehors du terrain en football, vous voyez. Je sais plus comment on appelle ça. Je retrouverai tout à l'heure. Voilà, ça m'arrive, des fois j'ai des oublis. Bref, et il faut que les soigneurs justement t'emmènent en dehors du ringside. Hein, je vais pas trouver de mot, putain ça m'énerve. Bref, en tout cas voilà, ce match-là est un peu mieux que les autres peut-être, mais ça reste un 3 écart, mais enfin c'est des bons petits matchs d'André the Giant à la limite, donc comme André the Giant vous le connaissez, que certaines personnes auraient certainement envie de voir quelques bons matchs avec André quand même de l'époque, ça peut être une curiosité. Sinon, dans les bons matchs d'André, il y en a un qui est pas mal du tout contre Hulk Hogan, qui dure une 12 minutes, je crois, 12-13 minutes. Au début de l'année, c'est au Spectrum, je crois, un brawl assez intense où André a enfin un adversaire avec qui il peut vendre. Parce que le problème d'André, en fait, c'est qu'il est tellement massif qu'il y a plein de mecs avec qui il peut pas, voilà, il peut pas vendre le fait qu'il est en difficulté. Donc, il avait quelques matchs de temps en temps contre des gars avec qui il pouvait vendre et avoir un match un peu plus intéressant et compétitif. Et c'est le cas avec Hulk Hogan à ce moment-là. Et c'est un match qui est bien meilleur in-ring que celui de WrestleMania 3. Parce que Hogan-André, tu vas dire, oula, André en 81-82, ça va, il bouge. Après, il est en galère. Et Hogan est pas mal en heel. Et donc, c'est pas un classique, c'est pas un match incroyable, mais ça fait un bon match, un peu oublié, très oublié même. Brawl assez intense où André est à la manœuvre. On sent que c'est lui qui gère le match et il fait une performance personnelle vraiment éclatante. Donc si vous voulez voir une bonne performance individuelle de André et un bon match d'André de l'époque, je vous recommande notamment ce André contre Hogan du début de l'année, où le finish est peut-être pas extraordinaire, mais ça fait le taf. Hein, le finish, en fait, l'arbitre fait un fast count sur Hogan, tu sais pas pourquoi. En gros, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Ça fait un peu screwjob, tu sais pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, après ce match, Hogan va quitter le territoire et va aller lutter à la IWA et va devenir très très populaire. Et la Hulkamania va partir de là-bas. Sinon, dans les matchs mémorables de l'année, il y a un Pat Patterson contre Sergeant Slaughter. Il y a une grosse rivalité entre les deux, qui est un Halley Fight. Donc c'est en fait un ODQ où les mecs viennent en civil. Hein. Voilà, on va pas faire compliqué. Enfin, un Holds Bar d'ailleurs, je devrais dire. Parce qu'il y a des sortes de DQ quand même un petit peu, il faut pas déconner non plus. Alors, c'est le match qui avait été élu match de l'année, je crois, soit par le Pro Wrestling Illustrated, soit par le Wrestling Observer, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est un match qui est super coté. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est pour le coup un match qui a mal vieilli.
Je dis pas qu'il a mal vieilli dans le sens, ouais, les standards de l'époque, tatata. C'est juste que une des plus-values que le match propose, c'est ce côté violent, le sang, le côté un peu hardcore. Et on a vu tellement plus violent et tellement plus sanglant ensuite que je suis pas plus que ça, je vibre pas plus que ça pour ça. Et je trouve pas que du côté épique, selling et tout, ils aient fait si fort que ça. À la limite, dans le genre No DQ qui a fait fort sur le côté épique et tout, je vous recommande beaucoup plus. Et pour moi, c'est le match de l'année, non seulement du territoire, mais de toute l'année. Bob Backlund, encore une fois, contre Don Morocco, dont je vous parlais tout à l'heure, en Texas Deathmatch. Ça se passe le 21 septembre. Super drama. Encore une fois, Bob Backlund est tellement fort à ça. Alors attention, hein, je vais tout de suite poser un truc. Bob Backlund, c'est pas le meilleur worker de tous les temps ou quoi en ce moment. À ce moment-là, il y a plein de matchs où il fait de la merde, notamment quand ça clique pas avec son adversaire. En fait, Bob Backlund, soit ça clique et c'est génial, ou très très bon, soit ça clique pas. Avec Stan Hansen, qui est pourtant un super worker, Sergeant Slaughter, là encore super worker, ça n'a pas cliqué. Avec Angelo Mosca, qui est beaucoup moins bon, ça n'a pas cliqué, par exemple. Et il a fait plein de matchs pourris avec ces gars-là. Mais avec Don Morocco, ça marche super bien dans ce match-là, notamment Texas Deathmatch, c'est un ODQ. C'est juste une autre façon d'appeler ça. Notamment sur le côté dramaturgie. Les phases de domination sont prenantes. La manière dont on sort la transition entre deux phases de domination sont vraiment super fortes à chaque fois. Bon, il y a quelques ratés, notamment, je trouve un peu ridicule le moment où Bob Backlund se retrouve bumpé à l'extérieur, au-delà de la barrière, où il le fait un peu à 2 à l'heure et ça fait un peu con. Il y a quelques trucs un peu faiblards comme ça. On va dire que c'est un gros 4, petit 4 écarts pour moi. Mais vraiment super et grosse perf individuelle aussi de Don Morocco. Euh, Bob Backlund est super bon pour teaser ses counter moves et ses sorties, soit par la puissance, soit par la technique. Vraiment super. Et donc, vous pourrez voir que Don Morocco, qui est peu connu, hein, était un très bon worker de l'époque, là-dedans aussi. Et il fait, Don Morocco, un splash de la troisième corde dans ce match aussi, juste pour indiquer qu'il y avait du high fly. Voilà, et que c'est pas Jimmy Snuka le premier à l'avoir fait. Voilà, bon, lui il l'a fait le premier de la cage, j'en parlerai d'ailleurs en 82. Mais voilà. Bon, sinon, autre match, il y a un Texas Deathmatch entre Pedro Morales et Don Morocco. Tout à la fin de l'année, c'est le match où Pedro Morales redevient champion intercontinental, qui est pas mal du tout aussi. Un peu moins bon que celui contre Backlund, mais que je peux recommander quand même. Et puis sinon, est-ce qu'il y avait d'autres matchs que je voulais vous recommander? Je vous recommande un Backlund Greg Valentine. Ah oui, Greg Valentine qui fait une pige de 6 mois dans le territoire. Alors ça clique pas entre Backlund et Valentine, mais il y a un match qui est pas trop mal entre les deux pour le titre de champion poids lourd. D'ailleurs, le titre qui a été mis vacant suite à une fin litigieuse entre les deux. Et Backlund redevient champion et j'ai l'impression que les commentateurs annoncent que Backlund est deuxième fois champion à ce moment-là. Bon, pour moi, c'est la continuité du même règne, un règne de 6 ans qui se terminera en 83. Je vous en parlerai prochainement. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce territoire? C'est un territoire plutôt sympa, mais il y a moins, en fait, il y a eu moins de top matchs en 81 qu'en 80 parce que Backlund a moins bien réussi ses matchs avec ses adversaires. Et dans le mid-card, je trouve que ça a été un peu moins fort aussi. Les invités, on va dire, les nouveaux venus étaient moins bons. En 82, il y a quelques nouveaux venus qui seront plus cool à la limite. Notamment Buddy Rose, notamment Adrian Adonis, etc. Je vous en reparlerai. Là, vraiment, la plus-value a été amenée par Morocco et n'a pas été plus que ça amené malheureusement par des gars comme Greg Valentine qui a eu quelques bons matchs quand même, ou Stan Hansen qui a fait une pige aussi, qui n'a pas été si réussi que ça malheureusement, alors que Stan Hansen est super, ils auraient dû le mettre contre Andre the Giant. Andre the Giant, Stan Hansen, ça clique. Voilà. Donc, et aussi un dernier truc, si vous aimez André Killer Khan en stretcher match, il y a un match entre les deux, André contre Killer Khan, à la New Japan, je crois que c'est en 82, plutôt qu'en 81, qui est, à mon sens, l'un des deux meilleurs matchs de la carrière d'André Giant. Pour moi, le meilleur match qu'il a eu, c'est contre Stan Hansen en 80 ou 81 à la New Japan. Et l'autre meilleur match qu'il a eu, André, de ce que je connais pour l'instant, hein, c'est contre Killer Khan à la New Japan. J'en ai un que j'ai à 4 écarts là-bas. Donc voilà. Petite info en plus, c'est pas territoire NWA tout ça, mais je vous le dis comme ça en plus. Allez, je passe au dernier territoire, c'est-à-dire Saint-Louis-Portland. Alors, je vais commencer par Saint-Louis. Alors Saint-Louis, c'est un peu comme Houston, c'est pas un vrai territoire. C'est une ville, hein, Saint-Louis, qui est bookée par un gars très très réputé, coté et influent dans la NWA qui s'appelle Sam Muchnick. Sam Muchnick qui est un vieux promoteur qui prend sa retraite le 1er janvier 1982. Donc 81, c'est sa dernière année en tant que promoteur. Après, il a délégué à quelqu'un, je ne sais pas exactement qui. Et c'est un territoire très bizarre. Parce qu'ils ont un show télé qui s'appelle Wrestling at the Chase. Ça s'appelle Wrestling at the Chase parce que ça se passe dans un hôtel. Il y a un étage de l'hôtel qui sert de salle de catch. Et l'hôtel s'appelle The Chase. Il est à Saint-Louis. Et donc, c'est une toute petite salle.
mais qui fait pas salle de catch. Enfin, c'est très bizarre. Le plafond est assez bas et tout ça. Il y a un commentateur qui s'appelle Matizik, c'est Steve Matizik, je sais plus son prénom, qui est super. Un des meilleurs commentateurs de l'époque, vraiment. Il s'excite très facilement, il dit des trucs intéressants, voilà. Il enrichit la psychologie des matchs et en même temps il s'excite et il transmet sa passion et son émotion. Donc c'est tout ce qu'on veut pour un commentateur. Il est tout seul, par contre. Et c'est un territoire où voilà, ils arrivent à récupérer des bons lutteurs des autres territoires un petit peu à côté pour faire des matchs sympas. Mais il n'y a pas vraiment de storyline propre au territoire de Saint-Louis. Voilà. Et la banque d'images a été recompilée, un peu les best-of des meilleurs matchs de Saint-Louis, sachant que c'est que des shows télé, donc les matchs sont pas très longs en général, que vous pouvez trouver en téléchargement assez facilement sur internet, et je pense sur YouTube il va y avoir quelques matchs. Voilà, donc dans les gars qui viennent et qui sont cool, il y a notamment Ted DiBiase. Et Ted DiBiase, ce qui est marrant, c'est que quand il va là-bas, systématiquement Matizik, le commentateur, et même Luthez à un moment donné dans une interview, disent lui, c'est sûr, ce sera un futur champion NWA poids lourd, c'est un prodige, regardez comme il est fluide, regardez comme il est technique, et regardez comme il fait ça rapidement, il est vraiment trop fort, machin truc. C'est rigolo parce qu'il sera jamais champion NWA, Ted DiBiase. Et d'ailleurs, c'est un peu scandaleux parce que, mine de rien, il était au moins aussi bon que Ric Flair. Mais il aura moins de grands matchs que Ric Flair parce qu'il ne sera jamais champion NWA, notamment, je trouve. Ça, c'est mon opinion perso. Voilà, je la donnerai régulièrement, c'est le but de ces vidéos. Voilà, mais donc il y a Ric Flair qui vient aussi régulièrement, il y a Ken Patera qui traîne pas mal là-bas, il y a les Van Erich, la famille Van Erich qui viennent souvent par là-bas, Harley Race qui vient très souvent, voilà. On a pas mal de gros noms quand même qui viennent là-bas. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les matchs que j'ai trouvé un peu intéressants, il y en a deux en particulier que je vous recommande, notamment, qui sont dans mon top 20. Non, il y en a qu'un qui est dans mon top 20, je crois. C'est Ric Flair, Pat O'Connor. Alors, Pat O'Connor, c'est un ancien champion de NWA, qui est resté champion NWA en plus un petit peu longtemps, qui est un néo-zélandais, si je ne me trompe pas. Alors en 81, il est cramé, hein, le gars, il est hyper vieux, mais ils font un très bon match ensemble. Genre le jeune prodige Ric Flair, nouveau champion, ou je sais pas s'il était champion, non, il n'était pas champion à ce moment-là. Non, c'était au mois de mai, donc Ric Flair il devient champion au mois de septembre. Mais voilà, le jeune prodige, futur champion NWA, on va dire, contre le vétéran champion NWA d'il y a longtemps. Et ils font un très bon match. Alors, c'est pas une tuerie totale, mais je pense qu'ils n'auraient pas pu faire beaucoup mieux, compte tenu des limitations de Pat O'Connor à ce moment-là et du temps d'antenne qu'ils avaient. Ils font un très bon match. Ils utilisent très bien le côté vieux roublard de Pat O'Connor qui domine par ses ruses et sa technique. Et Ric Flair qui domine par son côté plus fringant, puissant, parce qu'il est jeune. Et j'aime beaucoup le finish. Il y a un très bon truc autour de la jambe et tout ça, avec le figure 4 et le finish. C'est un finish que j'aime beaucoup, moi que j'ai parfois fait dans mes fantasy bookings sur Total Extreme Warfare par exemple. C'est le mec qui fait le figure 4 à l'extérieur du ring. Il attend que l'arbitre compte jusqu'à. Alors si le temps limite c'est 18, si c'est temps limite c'est 20 secondes, bah, il attend 18. Il casse le figure 4, il remonte dans le ring. Et comme l'autre, pour monter dans le ring, il faut qu'il se dépêche en prenant appui sur ses jambes et qu'il a mal à la jambe parce qu'il était pris dans le figure 4. Il revient pas à temps et il perd par count out. Et ils font ce finish là où Ric Flair attend jusqu'à la fin du limite du temps dans son figure 4 à l'extérieur et il remonte dans le ring et il gagne. Et bon, je vous spoil la fin. Mais j'aime bien parce que c'est des histoires de ruse et de stratégie et tout ça. C'est vraiment bien. Donc c'est un bon match que j'ai à 3,5 plus, on va dire. Et puis sinon, j'ai bien aimé un Ken Patera contre Kerry Van Erich. J'avais dit que j'aimais beaucoup Ken Patera en 1980. Je l'ai beaucoup moins vu en 81, malheureusement. Mais le peu que je l'ai vu, je l'ai encore beaucoup aimé. Contre un jeune Kerry Van Erich, hein, qui était tout jeune à ce moment-là. Dans un time limit draw de 10 minutes, très solide. Avec, on va dire qu'avec une fin plus solide et plus grosse en face sur la drama, ils auraient pu aller chercher un 3-3 quarts sur ce qu'ils ont fait. Ça reste un petit 3,5, mais voilà, sympa. Et c'est une occasion de plus de voir des lutteurs majeurs de la décennie, Ken Patera et Kerry Van Erich. Voilà. Donc ça, c'est tout pour Saint-Louis. Je vais finir maintenant par un autre territoire relativement important en ce qui me concerne. Il s'agit de Portland. Alors, Portland, pour lequel j'ai beaucoup d'images, Portland, puisque j'ai pu récupérer un best-of vraiment très complet du territoire, sachant que c'est pas un territoire majeur du tout, surtout à partir de 81. Parce qu'avant, ils avaient quand même des mecs comme Piper, comme Rick Martel, en plus de Buddy Rose, qui sont quand même des lutteurs vraiment intéressants, avec du star power, tout ça. Piper quitte le territoire et va à la Mid-Atlantique, comme je l'ai dit, pour devenir champion US. Donc on ne le verra pas en 81, sauf pour un match. Et quel match? Il revient en tant que champion US, parce que le champion US, je vous rappelle, c'est comme le champion WA, il fait la tournée des territoires, beaucoup moins que le champion WA, hein, il le fait de temps en temps, vite fait, quand ça lui chante. En tant que champion US, le champion WA, il fait ça dans tout le monde entier, y compris au Japon.
Et là, il le fait beaucoup. Et donc, il revient dans le territoire. Alors, il était censé être heel, parce qu'à la Mid-Atlantique, il est heel, mais il revient dans le territoire en babyface, champion US, genre un an, ou même pas, 6, 8 mois après, je reviens sur mes terres, mais champion US, quoi. Donc, vous voyez, c'est comme si, voilà, je suis pas parti pour rien, les gars, je suis revenu, mais j'ai gagné le titre US. Et t'as son ancien rival Buddy Rose qui a l'air hyper jaloux et tout, c'est génial, et il a une pop, c'est Dieu le mec. C'est incroyable. La foule de Portland elle est assez tranquille. C'est un coin, voilà, c'est tranquille, c'est familial, c'est pépère. Et c'est la seule fois pour le moment où je les ai vus hystériques. Et littéralement, il enlève son t-shirt, toutes les filles du public font ah et tout, enfin c'est incroyable. Donc ça c'est à voir, c'est un tag match en fait dont je vous parle. Buddy Rose et Rip Oliver contre Roddy Piper et Steve Regal. Rien à voir avec William Regal ou Steven Regal, hein. C'est un autre lutteur qui est pas terrible d'ailleurs. Bref, mais la foule est en folie pour Piper et ça rend le match super cool. C'est un 2 out of 3 falls tornado, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tag à faire, c'est le bordel. C'est vraiment bien. Et grâce au truc que Piper apporte et au talent de Buddy Rose et Rip Oliver qui est un très bon lutteur lui aussi. Buddy Rose, j'en ai déjà parlé un petit peu, j'en reparlerai tout à l'heure bien sûr, parce que c'est quel lutteur du territoire. Mais voilà, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a une promo à la fin de Piper, à la fin de ce match que j'aime bien aussi, où il dit que alors attendez, comment il dit ça? Je crois qu'il dit quand on est champion de la NWA, que ce soit US ou champion poids lourd, ou non, comme il est devenu champion US, il va avoir un match pour le titre de champion NWA. Et il dit, le champion choisit la date, le challenger choisit le lieu. Et si je dois avoir une chance pour le titre, je choisirai Portland comme le lieu où j'aurai ma chance pour le titre. Et donc il y a sûrement eu le match, mais il n'est pas diffusé. J'aurais tellement aimé voir Harley Race, parce qu'à ce moment-là ça devait être Harley Race, ou Dusty Rhodes, je sais plus, non, je pense que c'est Harley Race à ce moment-là, contre Roddy Piper pour le titre, ça devait être pas mal. Voilà. Et il le dit en l'air de dire, en respect pour tout ce que vous avez fait pour moi, vous les fans, et Don Owen, qui est l'annonceur du territoire et le promoteur majeur, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai attendue il n'y a pas longtemps, Piper, lorsqu'il était à la WWF et que la WWF était en train de conquérir tous les territoires, avait demandé à Vince McMahon de ne pas être booké quand il allait à Portland ou dans le territoire de Portland, par respect pour son ancien promoteur Don Owen, et je crois que Vince McMahon avait accepté. Voilà. Petite info comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans le territoire? Eh bien, on a Buddy Rose, la star du territoire. Quel lutteur, Buddy Rose, et j'ai appris que Buddy Rose avait été formé notamment par Billy Robinson, et d'ailleurs il a le même backbreaker que Billy Robinson, c'est un belly to back backbreaker, pour info. Et arrive dans le territoire, alors le départ de Piper et Martel il fait mal. Ils perdent quand même deux super gros lutteurs, ils ont perdu les Bushwhackers aussi qui sont partis en Floride. Enfin en Floride. Ils sont partis un peu partout, Porto Rico, Floride. Ouais. Ils ont récupéré en échange, entre guillemets, enfin ils ont récupéré Matt Bourne. Matt Bourne, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est le futur Doink Hill de la WWF en 93. Il n'a pas incarné le Doink Face, que le Doink Hill. Alors il a eu un run en tant que Matt Bourne aussi, il a eu plusieurs gimmicks, je sais plus. Il avait une gimmick un peu de bûcheron à la WCW, je me rappelle plus du nom du gars aussi pendant un an, enfin bref. C'est un très bon lutteur qui arrive avec son père. Son père c'est Tough Tony Bourne. Et il y a une storyline entre Buddy Rose, une rivalité entre Buddy Rose et la famille Bourne, donc père et fils, qui est vraiment cool, puisque Buddy Rose à un moment donné a un match contre le père, Tony Bourne, et un peu comme ce que je disais pour les Midnight Express, donc le match au début est serré, il se galère, et puis petit à petit Buddy Rose prend quand même l'avantage parce qu'il est plus fort, et il peut gagner, et il décide de ne pas gagner. Il décide de continuer à malmener le vieux. Alors Tony Brown c'est le père de Matt Bourne, donc il a au moins 55 ans, j'en sais rien. Et le malmène et tout, jusqu'à un moment où tu dis putain l'enculé. Et Matt Bourne arrive et cause une DQ pour sauver son père. Et Buddy Rose fait vraiment sa pute en disant ah oui bah j'attendais que t'arrives mon petit gars. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, c'est vraiment super. Donc après t'as envie de voir le match entre le jeune, du coup le fils qui peut venger son père et tout ça. Donc il y a ces matchs là qui sont un peu décevants je dois dire. Et ils auront une autre série de matchs dans une autre storyline en 82 qui sera un peu meilleur. On va dire que Matt Bourne il n'est pas encore tout à fait au point là-dedans, mais bon c'est pas mal. Et finalement les matchs que j'ai préférés, donc au-delà du match dont je vous ai parlé entre... Alors je vous recommande quand même Buddy Rose contre Tough Tony Bourne si vous pouvez, parce que ça c'est assez rigolo de voir un jeune péter le père d'un autre lutteur. Donc au-delà du match Buddy Rose Rip Oliver contre Roddy Piper et Steve Regal que je vous recommande, il y a eu un Buddy Rose contre Jay Youngblood. Jay Youngblood, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le natif américain qui affrontait Roddy Piper dans la Mid-Atlantique. Il est venu faire une pige un petit peu à Portland. Ils ont eu plusieurs matchs ensemble, dont des strap matchs que j'ai pas trouvé terribles, mais il y a un 2 out of 3 falls qui a lieu au début de l'année, le 11 avril, ouais, qui est vraiment pas mal, avec notamment le premier tombé est vraiment bien parce que c'est très tactique. Les deux essayent de prendre l'avantage sur la ruse et sur
J'essaie d'anticiper ce que l'autre va faire pour faire un truc tac tac. Après, il y a un long passage avec des headlocks qui est un peu relou. Mais voilà, j'ai bien aimé ce match. Je le pousse à 3-3 quarts, c'est un petit 3-3 quarts. Parce qu'il y a eu des choses que j'ai vraiment bien aimé dans ce match malgré tout. Mais c'est un des meilleurs matchs du territoire et vous verrez le talent de Buddy Rose dans ce match. Et puis sinon, un autre match que j'ai bien aimé du territoire avec Buddy Rose, il est en équipe Buddy Rose avec Kim Sung, je ne connaissais pas ce lutteur, contre Matt Bourne et Brett Sawyer. Brett Sawyer, aussi connu sous le nom de Hack Sawyer, c'est le petit frère de Buzz Sawyer, un peu plus connu le grand frère. C'est un tout petit lutteur. Je sais pas, il doit faire 1m60, sérieux. Hein. Il est vraiment tout petit, il a pas trop de shape. Mais il est super fun à regarder. Moi, il me fait penser, pour ceux qui connaissent, à Tsuyoshi Kikuchi de la All Japan, c'est-à-dire dans le rôle du mec qui se fait défoncer mais qui est valeureux. Bon, après, il va être champion quand même du territoire à un moment donné, donc ils vont quand même le pusher. Mais là, dans le match, je trouve que c'est le mec qui en prend plein la gueule pour faire un rond. Donc c'est assez fun à regarder. Matt Bourne est semble beaucoup plus fort dans l'équipe des Faces. Et puis, j'aime beaucoup le côté tentative de travailler en équipe de Buddy Rose et Kim Sung, mais qui se comprennent pas toujours, etc. Il y a plein de petites astuces. Il y a des moments où c'est un peu limite pour rire, un peu comédie wrestling sur les bords, mais je trouve que c'est cool. Le finish du premier tombé est super bien exécuté avec, je pense que c'est Hack Sawyer qui fait un saut de la troisième corde pour prendre le gars dans une sorte de sunset flip géant. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a des comptes qui sont assez cool. Il y a un compte d'un Atomic Drop en leg sweep de la part de Kim Sung que j'ai bien aimé. Enfin bref, il y a des choses originales, il y a des choses assez fraîches par rapport aux produits qu'on pouvait trouver dans les territoires de l'époque. Et on va dire que le match est assez long, 12 of Three Falls et tout ça. Et il crée plusieurs situations de match assez différentes les unes des autres, avec des moments plutôt dramatiques, des moments plutôt rigolos, mais toujours un peu prenant. C'est pas juste de l'action, quoi. Et ça, j'ai bien aimé, du coup, je lui ai donné un petit 3-3 quarts là encore. J'ai été assez généreux peut-être sur ces deux matchs-là dont je vous parle, mais voilà, disons que c'est deux matchs que je prendrais énormément de plaisir à revoir, donc je me suis dit, ouais, je peux donner une grosse note. Voilà, c'est tout pour les territoires, je vais faire une petite conclusion. Ouais. Alors, avant de faire une conclusion très rapide, si je voulais vous parler de deux autres matchs qui sont dans mon top des meilleurs matchs, à mon sens, vraiment importants, notamment un, et qui ne sont pas dans les territoires dont j'ai parlé parce que ce sont parmi les rares images que j'ai de ces territoires-là. Il y a un match entre Piper et Jimmy Snuka en équipe contre Ric Flair et Dewey Robertson à la Maple Leaf Wrestling. Maple Leaf Wrestling, c'est le territoire de Toronto, qui va être le premier territoire absorbé par la WWF quand elle va s'étendre. Donc voilà, donc Maple Leaf Wrestling, c'était un territoire bizarre parce qu'ils passaient des images de leur territoire et aussi de la Mid-Atlantique. Ils étaient en partenariat en fait. Donc ils passent des matchs de la Mid-Atlantique et du coup ils récupèrent les gars de la Mid-Atlantique pour qu'ils soient déjà connus des fans quand ils affrontent les lutteurs locaux, qui sont assez limités. Il n'y a pas grand monde de connus. Dewey Robertson, vous voyez, ou Angelo Mosca, c'est leur star. Quand c'est ça leur star, tu peux te dire, oula. Voilà. Donc c'est un match qui est assez fun. Piper et Snuka sont les heels, Flair et Robertson sont les face. Flair est en feu par moment, Piper arrête pas aussi, ils sont vraiment cool tous les deux. Voilà, c'est un bon match auquel il manque pas mal de choses pour en faire un truc vraiment fort, mais voir 4 bons workers, parce que Dewey Robertson est un bon worker, je ne le connaissais pas, avec des situations de match assez cool, des pinfalls qui sont cassés, des trucs comme ça. C'est vraiment pas mal. Après, Snuka a l'air un peu à l'ouest par moment, et notamment il vient pas casser certains pins sur Piper qui font un peu passer Piper pour invincible. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'avoir un gars qui passe pour invincible dans un match, je pense. C'est mieux qu'ils aient l'air vulnérables et en galère, qu'il soit heel ou face, je trouve. Voilà. Robertson assez fun et aérien. Voilà, si vous voulez savoir. Voilà, donc bon petit match. Et puis alors l'autre match dont je voulais parler, d'un territoire dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la Floride. Territoire dont on n'a pas beaucoup d'images pour 80-81. On a assez peu d'images de toute façon pour la décennie malheureusement. C'est un territoire relativement majeur, mais il y a eu un match dans un show télé entre Dory Funk Jr. et Mike Graham en Australian Rules. Alors Australian Rules, je ne connaissais pas du tout. C'est en fait un système de rounds. Il y a 6 rounds de 7 minutes. En gros, si vous allez au bout des 7 minutes, c'est compté comme un draw. Mais s'il y a un vainqueur à l'intérieur de ces 7 minutes, le lutteur gagne le point et on passe au round suivant. Donc en gros, on ne va pas aller systématiquement au bout des 7 minutes. Le match ne fait pas 6 fois 7 minutes, ça fait combien ça? Je ne sais pas, 30, 40. Non, qu'est-ce que je dis, 42. 6 fois 7, 42, ça doit être ça. Je ne sais pas trop. Si, c'est ça. Bref, et donc voilà, donc, si vous faites le pin au bout d'une minute, on passe au round suivant. Ce round-là dure 1 minute, vous avez un point. Et en fait, au bout des 6 rounds, on regarde qui a le plus de points. Voilà. Et le match compte pour le titre de champion Florida, qui était détenu par Dory Funk Jr., qui affrontait donc le babyface local un petit peu McGraham, qui est un tout petit lutteur de gabarit, mais qui a une bonne technique. Et voilà, moi j'ai adoré les règles, je connaissais pas du tout. Ça fait un peu un mélange entre
Il y a un petit côté Ironman match dans le fait de marquer des points et puis avoir une durée comme ça un peu longue. Il y a un côté tactique. Limite, tu peux lâcher un tombé, prendre un DQ pour pouvoir marquer le point suivant, etc. Il y a Terry Funk autour du ring qui aide un peu son frère Dory. Il y a pas mal de psychologie et de drama et de situations un peu serrées comme ça. Techniquement, c'est très bon. Voilà, donc je dirais que c'est vraiment un bon match auquel beaucoup de gens mettront, je pense, un bon 3-3 quarts. Et moi, je le gonfle facile à 4, ne serait-ce que parce qu'il est original et unique pour ses règles. Voilà, je l'explique un petit peu comme ça. Voilà, donc c'est un des meilleurs matchs de l'année avec le Morocco Backlund dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une année, je vais faire la conclusion maintenant, plus faible que 1980 parce qu'il y a eu, à mon avis, moins de matériel de qualité pour la WWF du fait ce que je vous ai dit, du mid-card un peu moins riche et de Backlund qui a un peu moins cliqué que ses adversaires. Mais ce sont 2 bonnes années, mais pour lesquelles on a assez peu d'images. À partir de 82, j'aurai beaucoup plus d'images et ça va être beaucoup mieux. Ça va être mieux. Ça sera plus solide, plus de choses cool. Voilà, mais enfin, je pense que déjà c'était vraiment plaisant et j'espère que ça vous a intéressé tout ce que j'ai dit là. C'était un peu long, mais en même temps, je me dis que je le ferai qu'une fois cette vidéo. Je vous parlerai pas souvent de l'année 1981, et vous en aurez pas beaucoup des gens qui vous parlent de l'année 81. Donc voilà. Donc si vous avez des questions là-dessus ou sur quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Bye.